sommes heureux de vous accueillir ce soir et nous sommes aussi extrêmement heureux d'accueillir Monsieur Jacques Verger, professeur émérite à la Sorbonne d'histoire culturelle du Moyen-Âge et de l'enseignement au Moyen-Âge. Monsieur Jacques Verger a bien voulu venir nous évoquer cette période extraordinaire de la naissance des écoles au XIIe siècle. Je ne saurais résumer sa longue carrière, mais je crois que là, vraiment, nous allons saisir l'origine de l'enseignement sur la montagne. C'est vraiment un sujet tout à fait exceptionnel. Je vais donc lui laisser la parole et j'espère qu'il nous donnera quelques autres éléments sur ses travaux. Merci beaucoup. Donc, comme vient de vous le dire Madame Alvigès, effectivement, parmi les sujets sur lesquels j'ai depuis longtemps travaillé, il y a l'histoire de l'université de Paris et aussi celle des écoles qui ont précédé l'université au XIIe siècle. Et donc, c'est de cela qu'il va être question ce soir. Je m'aiderai d'un plan qui, évidemment, vous l'imaginez bien, n'est pas du XIIe siècle, il n'y en a d'ailleurs aucun, et les plans de Paris, vous le savez, les plus anciens que l'on possède sont du XVIe siècle, ils ont éventuellement été reproduits par la suite. Alors évidemment, ce n'est pas très approprié, mais ça permet quand même de localiser les endroits dont nous allons parler, mais en réalité, il ne subsiste pratiquement très peu, disons, de monuments remontant au XIIe siècle dans cette partie de Paris, des monuments que les gens dont je vais vous parler aient pu voir. Donc, nous essaierons de faire au mieux, mais je suis conscient que cette illustration est un peu pauvre, mais on ne peut pas faire autrement pour le XIIe siècle. Alors, avant d'en venir directement à mon sujet, je voudrais quand même rappeler ce que tout le monde sait, à dire vrai, c'est qu'une des caractéristiques majeures de Paris, et jusqu'à nos jours naturellement, c'est d'être à la fois une très grande ville, à l'échelle mondiale, n'est-ce pas, une des grandes métropoles mondiales, du monde que nous connaissons aujourd'hui, mais aussi du monde du Moyen-Âge, par exemple, c'est d'être en même temps une capitale politique, et la capitale politique d'un pays depuis longtemps très centralisé, et enfin, troisième caractéristique, cumulée avec les précédentes, une capitale culturelle au large rayonnement, en particulier une capitale universitaire, drainant à la fois un très fort pourcentage des étudiants français et un flux moins important, mais notable, d'étudiants étrangers d'origine très variée. La combinaison de ces trois éléments, donc la grande ville, la capitale, la ville universitaire, est d'autant plus remarquable que c'est une combinaison ancienne, puisqu'elle remonte au Moyen-Âge. Les éloges de la ville de Paris qu'on a pu écrire à diverses périodes du Moyen-Âge, d'un genre littéraire qui a été pratiqué, je pense par exemple mais il y en a d'autres, à celui écrit vers 1300, dans les années 1320 par un certain Jean de Gendin, qui était un professeur de philosophie de l'Université de Paris. Ça s'appelle des Laudibus Parisius, n'est-ce pas, l'éloge de Paris, explique parfaitement cette situation, comme je viens de le faire, n'est-ce pas, et il ajoute que cette diversité des fonctions de la ville s'exprime de manière en quelque sorte symbolique par une espèce de tripartition idéale de l'espace urbain. Au centre de celui-ci, au cœur de la ville, à la tête, en quelque sorte, on a la cité, c'est-à-dire l'île de la cité, n'est-ce pas, au milieu du fleuve et au milieu de la ville, qui est le siège du pouvoir politique et religieux, le palais
et la cathédrale. Ensuite, on a au nord, sur la rive droite, les quartiers les plus peuplés, les plus riches, la ville, avec un grand V, si je puis dire, par excellence, celle des marchés, des boutiques, des ateliers, des résidences aristocratiques, notamment dans ce que nous appelons aujourd'hui le Marais, n'est-ce pas, qui était le quartier où, à la fin du Moyen-Âge, les hôtels aristocratiques ou épiscopaux se dressaient en plus grand nombre. Et puis, la troisième partie, au sud, n'est-ce pas, sur la rive gauche, eh bien, c'est l'université, comme on disait, par antonomase, en quelque sorte, le quartier des écoles et le quartier où l'on parlait latin, donc le quartier latin. Alors, c'est un schéma tripartite, évidemment simplificateur. Il est évident que sur la rive gauche, il n'y a pas que des écoles, par exemple, mais qui s'est profondément ancré dans les esprits dès le Moyen-Âge et qui n'est évidemment pas dépourvu de réalité. Si vous avez eu l'occasion, je n'en parlerai pas ce soir, mais je crois que pour ceux qui y ont assisté, il y a quelque temps une conférence de Madame Roux sur ce sujet, plus les années précédentes, je crois, des conférences de Madame Gorochoff, qui est une spécialiste également de l'histoire de l'université. Il est évident que ce schéma n'est pas dépourvu de réalité et que le quartier latin, c'est-à-dire en gros, sommairement, nos actuels 5e et 6e arrondissements de Paris, ont été profondément marqués par la naissance et l'installation de l'Université de Paris au XIIIe et au XIVe siècle. Mais, et c'est là que je voudrais en venir aujourd'hui, cette situation n'est pas apparue justement avec l'université au XIIIe siècle. Elle lui est en réalité antérieure et c'est elle au contraire qui a permis d'une certaine façon l'apparition de l'université. Cette situation remonte au XIIe siècle dont je vais parler aujourd'hui. Je crois qu'on peut dire que c'est le XIIe siècle qui est vraiment un siècle essentiel dans l'histoire de Paris parce que il représente en fait, bien sûr Paris n'est pas né au XIIe siècle, c'est une ville antique, mais il y a une rupture, je crois quand même dans l'histoire parisienne entre la période de l'Antiquité, celle de Lutèce, si vous voulez, de la ville gallo-romaine, et puis du Haut Moyen-Âge, celle de la ville mérovingienne, et puis le Paris moderne qui, à mon sens, naît véritablement à partir du XIIe siècle avec toutes sortes d'éléments de rupture avec l'histoire antérieure, et c'est précisément au XIIe siècle que se mettent en place au moins les deux et même les trois facteurs que j'ai indiqués, c'est-à-dire le rôle de Paris capitale, véritablement, du royaume, ce qui n'était pas du tout le cas dans la Gaule, par exemple, romaine, ni même dans le monde mérovingien, même si certains souverains mérovingiens ont parfois résidé à Paris. Donc, capitale, centre économique et ville des écoles, vocation intellectuelle et scolaire. Donc c'est l'émergence de ces facteurs et leur coexistence qui voudrait être le sujet de cette conférence. Alors naturellement, puisqu'il s'agit ici que vous vous intéressez avant tout à l'histoire de la rive gauche, de la montagne Sainte-Geneviève, j'insisterai sur l'aspect scolaire, mais celui-ci est inséparable de l'émergence de la ville nouvelle et de l'affirmation de son rôle, en particulier de capitale. Alors, première question que nous devons nous poser, puisque nous parlons du XIIe siècle, à quoi ressemblait Paris vers 1100, n'est-ce pas, pour autant que nous puissions le savoir. Alors, si je m'excuse, je ne suis pas un virtuose de m'animer cet ordinateur, voilà, j'ai même perdu, voilà. Donc voilà, là vous avez un plan de Paris, évidemment à l'époque moderne, mais vous voyez bien les trois éléments, rive gauche, rive droite, île de la Cité. Vers 1100, au moment où s'achève le long règne du quatrième Capétien direct, c'est-à-dire Philippe Ier, qui meurt en 1108, et c'est aussi le moment 1100 où arrive à Paris vraisemblablement le premier grand maître dont le nom va illustrer les écoles parisiennes, c'est-à-dire le breton Abélard, dont on peut dire qu'il est arrivé à Paris, peut-être en 1099 ou 1101, mais enfin, vraiment autour de 1100. Donc, à ce moment-là, Paris est encore une toute petite ville. C'est une ville, d'ailleurs, où le roi ne réside guère. Le roi Philippe Ier, par exemple,
n'y réside pas beaucoup, et lorsqu'il meurt, d'ailleurs en 1108, il sera enterré loin de Paris, à Saint-Benoît-sur-Loire. Donc c'est un des rares rois de France, n'est-ce pas, qui n'a pas été enterré à Saint-Denis, mais donc à Saint-Benoît-sur-Loire. En fait, Paris, à ce moment-là, ne s'était pas véritablement relevé, pourrait-on dire, d'un siècle qui avait été particulièrement catastrophique pour cette ville, qui était le IXe siècle. Les Carolingiens, à la différence des Mérovingiens, s'étaient largement désintéressés de Paris. Ils n'y résidaient pas, n'est-ce pas, et ils n'attachaient pas d'importance particulière à cette ville. D'autre part, à la fin du IXe siècle, Paris avait été l'objet de plusieurs attaques de la part des Vikings, qui remontaient la Seine et qui ont assiégé Paris, et même pris au moins à 2 reprises. Et donc, ça veut dire que vers 1100, on était encore dans l'état hérité de ce siècle ancien, et que seule l'île de la Cité, donc vous voyez là, n'est-ce pas, que seule l'île de la Cité était bâtie, habitée de manière dense et fortifiée, avec un rempart qui faisait à peu près le tour de l'île, n'est-ce pas, en laissant d'ailleurs une sorte de grève au bord du fleuve. Le rempart n'allait pas strictement, il n'avait pas les pieds dans l'eau, on pouvait passer à l'extérieur du rempart, mais enfin, c'est donc la seule partie de la ville, donc très petite, qui était habitée et fortifiée. À l'extrémité est, puisqu'évidemment là vous avez un plan qui est, si je puis dire, orienté, avec l'est, n'est-ce pas, vers le haut, comme ça se faisait souvent dans les plans anciens, et non pas le nord, comme nous le faisons aujourd'hui. Donc à l'extrémité est se trouvait le groupe cathédral. Alors évidemment, ce n'est pas la cathédrale que vous voyez là, c'était une cathédrale du haut Moyen-Âge, mais avec déjà les éléments classiques d'un groupe cathédral, c'est-à-dire l'église. Sur son flanc sud, donc vers la rive gauche, se trouvait la résidence de l'évêque et l'hôtel-Dieu, l'hôpital, qui va presque toujours de pair avec les grands établissements religieux. Et de l'autre côté, donc, agrandir un peu quand même, voilà. Ici, donc, ce qu'on appelait le cloître, non pas au sens d'une cour simplement bordée de galeries, mais le cloître, c'est le quartier des chanoines, le quartier où se trouvaient les maisons canoniales, donc au nord de la cathédrale. Et c'est également là, nous arrivons à notre sujet, que se trouvait l'école, n'est-ce pas, les bâtiments de l'école cathédrale dont je reparlerai. À l'autre pointe de l'île, donc à l'ouest, se trouvait évidemment le palais royal, mais le palais royal vers 1100, c'est quelque chose d'encore assez modeste, où l'on avait des éléments remontant à la forteresse du Bas-Empire, au prétorium du Bas-Empire, plus les aménagements qu'avaient pu y faire les souverains mérovingiens. Donc c'est une vieille bâtisse assez austère et qui n'avait rien de très remarquable. Et puis entre les deux, eh bien, il y avait donc voilà, ici, tout un lacis, n'est-ce pas, de petites rues, entre dans ces petites rues étroites, n'est-ce pas, se tassaient plusieurs chapelles et couvents, Saint-Éloi, Saint-Barthélemy, et puis les maisons où vivaient les quelques milliers de Parisiens de l'époque. On ne peut pas donner de chiffres, mais la population parisienne à ce moment-là, ça n'est pas plus de quelques milliers de personnes. L'île de la Cité communiquait avec les rives sud et nord par 2 ponts, pont de pierre ou pont de bois, ou les deux peut-être, je veux dire pile de pierre et tablier de bois. Le grand pont, comme on disait, n'est-ce pas, qui se trouvait à ce moment-là ici, là, voilà, oui, celui que j'indique à peu près avec ma flèche, n'est-ce pas, et puis le petit pont qui permettait de passer sur la rive gauche. Ces 2 ponts se trouvaient dans l'axe du cardo de la ville antique, c'est-à-dire de la route qui allait vers Saint-Denis au nord, vers Orléans au sud. Quant aux 2 rives, eh bien, les 2 rives étaient à ce moment-là largement rurales, semées évidemment de nombreux villages, même hameaux, faudrait-il dire. Certains d'entre eux étaient peut-être protégés par des palissades en bois, mais certainement pas des remparts en pierre, et ils se regroupaient autour des chapelles ou des monastères du haut Moyen-Âge qui avaient pu être construits d'un côté ou de l'autre. Alors sur la rive droite, n'est-ce pas, on trouvait, alors je
réduisent un petit peu. On trouvait en particulier deux localisations déjà habitées, ce qu'on appelait le monceau. Le monceau, c'est-à-dire la petite butte théoriquement insubmersible, même en cas d'inondation, là, thème à la mode actuellement. Je ne sais pas si c'est toujours insubmersible, autour donc de Saint-Gervais, le monceau Saint-Gervais, et puis un peu plus en aval, n'est-ce pas, ce qu'on appelait le monceau Saint-Germain, donc Saint-Germain-l'Auxerrois. Et donc là, il y avait effectivement des églises et des villages qui se trouvaient autour. Le monceau Saint-Gervais relevait d'ailleurs, je le signale, c'était un fief tenu par un seigneur puissant qui était le comte de Meulan, qui était un cousin du roi de France, mais apparenté aussi au roi d'Angleterre, donc un vassal très indocile, qui pouvait en quelque sorte narguer le roi de France, qui était de l'autre côté du fleuve, et qui pouvait par la fenêtre de son palais, n'est-ce pas, apercevoir le palais royal. C'est vous dire à quel point l'autorité royale était encore assez faible, même dans la ville de Paris. Au sud, sur la rive gauche, donc, le paysage était encore plus rural, et une fois passée la zone marécageuse, qui correspondait au bord du fleuve et puis au principal affluent, c'est-à-dire la Bièvre, qui n'était pas du tout entouré de quais ou canalisé à ce moment-là, n'est-ce pas? Mais au-delà de cette zone marécageuse, on arrivait au milieu des chemins de terre et des clos de vignes. C'était une zone, comme d'ailleurs très largement toute la région parisienne, largement cultivée, n'est-ce pas, en vignes, d'où émergeait, c'est un spectacle que nous avons peine à imaginer, les ruines de la ville antique, puisque la ville gallo-romaine, elle, s'était trouvée, vous le savez, sur la rive gauche. Donc les ruines des thermes, des divers thermes, enfin ceux qui subsistent encore aujourd'hui et d'autres qui ont disparu, les ruines du forum, les ruines, que nous appelons toujours les arènes, n'est-ce pas, l'amphithéâtre, et puis surtout les grandes nécropoles qui avaient été construites au sud de la ville, le long des voies à l'époque gallo-romaine. Et là aussi se dressaient simplement quelques petites chapelles du haut Moyen-Âge qui joueront un rôle important dans l'histoire, y compris des écoles et de l'université. Ces petites chapelles, c'est celles qui correspondent, aujourd'hui encore, à Saint-Julien-le-Pauvre, par exemple, ou à Saint-Victor, une petite chapelle qui sera ensuite le noyau de l'abbaye qui se construira plus tard, une petite chapelle donc dédiée à Saint-Victor, saint marseillais comme on sait, mais dont des reliques, n'est-ce pas, étaient arrivées à Paris. Voilà, il y avait donc ces chapelles, et puis deux grands monastères du haut Moyen-Âge, évidemment, bien connus. D'une part, à l'ouest, Saint-Germain, Saint-Germain-des-Prés, c'est là d'ailleurs avec le clocher que l'on peut trouver un des rares édifices probablement encore visible de la fin du XIe siècle, de l'extrême fin du XIe siècle, Saint-Germain-des-Prés, et puis plus au contraire à l'est, tout près d'ici, n'est pas pratiquement là où nous sommes, Sainte-Geneviève, autre grand monastère, et là aussi évidemment bâtiment ecclésiastique, entouré d'un bourg monastique donc, qui s'était édifié à l'ombre de ces abbayes et sous la protection des abbés. Et puis plus loin, il y avait Saint-Marcel, mais enfin qui était déjà alors là à une certaine distance de la Seine. Cette petite ville, qui est Paris-Véronçan, était malgré tout une cité épiscopale. Il y a un évêque, pas un archevêque, l'archevêque est à Sens, vous le savez, il y sera d'ailleurs jusqu'au XVIe siècle, mais enfin il y a un évêque, et très épisodiquement, mais je répète très épisodiquement, le roi de France, donc les premiers Capétiens, depuis la fin du Xe siècle, y passaient, y résidaient, mais sans y rester bien longtemps. Alors est-ce qu'il y a déjà une école? Certainement. Il y a une école et des travaux récents ont même montré que finalement cette école avait une activité régulière, une certaine notoriété. Donc dès la deuxième moitié du XIe siècle, une école qui est évidemment l'école de la cathédrale. Comme toutes les cathédrales, et ça c'est une chose que les conciles du haut Moyen-Âge avaient imposée en théorie aux évêques, une école avait donc été mise sur pied, rattachée à la cathédrale et fonctionnait régulièrement dans un bâtiment situé, comme je l'ai dit, dans le cloître, donc dans le quartier des chanoines, au nord de la cathédrale. Et cette école était dirigée par un dignitaire du chapitre, en l'occurrence un archidiacre. Et à la fin du XIe siècle, c'est un personnage dont je reparlerai, qui s'appelle Guillaume de Champeaux. Alors Guillaume de Champeaux est un personnage important, c'était certainement une personnalité brillante, il jouera un certain rôle dans la réforme de l'Église française au tournant du XIe, XIIe siècle, mais il faut bien dire que son activité en tant que maître nous est quand même très mal connue, car de son œuvre, nous ne possédons plus que de très rares fragments qui sont connus parce qu'ils ont été cités par d'autres auteurs, mais pratiquement son œuvre écrite qui a existé est aujourd'hui tout à fait perdue.
Guillaume de Champeaux sera entre autres le futur maître d'Abélard, avec qui il s'entendra très mal d'ailleurs, mais enfin c'est quand même le futur maître d'Abélard, et Abélard avait quand même été attiré par sa réputation à Paris, même s'il en dira ensuite grand mal. Guillaume de Champeaux enseignait spécialement les arts libéraux, c'est-à-dire la grammaire, le latin, n'est-ce pas, en d'autres termes, et puis la logique, la dialectique, comme on disait, j'y reviendrai, c'était ses spécialités. Mais il est évident que dans cette école cathédrale, comme dans toutes les écoles cathédrales à cette époque, on enseignait aussi, on lisait, comme on disait, la Bible, on commentait l'écriture sainte, étant donné que cette école était avant tout destinée aux futurs clercs du diocèse et aux futurs chanoines de la cathédrale. En revanche, il faut souligner, c'est une chose qui peut paraître un peu surprenante, mais enfin c'est comme ça, semble-t-il, que ni Saint-Germain-des-Prés, ni Sainte-Geneviève, bien que ce fût de grands établissements réguliers, avec de nombreux moines ou chanoines réguliers, ne paraissent avoir une activité scolaire vraiment importante. Il y avait sans doute une école pour les jeunes moines, pour les novices. D'autre part, on sait que ces deux grandes abbayes avaient un atelier de copie, un scriptorium actif qui a laissé des manuscrits. On sait aussi que, notamment Saint-Germain, ce sont des foyers artistiques importants, mais sur le plan scolaire, on ne peut pas leur attribuer d'activité très considérable, à la différence de ce qui se passe à la même époque. Par exemple, dans certaines abbayes normandes, comme le Bec, déjà célèbre pour son école à la fin du XIe siècle, on n'a pas du tout l'équivalent à Paris. Donc, voilà, donc rien de tout cela, vous le voyez, n'est exceptionnel, même si ça n'est pas nul, et en réalité, à la même époque, un peu partout dans la moitié nord du royaume de France, on pouvait trouver d'autres cités épiscopales comparables, que ce soit Laon, que ce soit Reims, que ce soit Orléans, que ce soit Chartres, que ce soit Le Mans, avec des cités qui étaient aussi, voire plus peuplées et plus actives que Paris, avec une cathédrale aussi, et peut-être même plus importante que celle de Paris, et une école peut-être aussi, et même plus brillante et dynamique que celle de Paris, sans parler de foyers beaucoup plus lointains, mais alors là plus actifs certainement, y compris sur le plan scolaire, qui sont quelques grandes villes en Italie du Nord, ou les villes impériales dans la vallée du Rhin. Nous sommes à la grande époque des Othons, n'est-ce pas, des grands empereurs du XIe siècle, donc Spire, Mayence, Worms, n'est-ce pas, ont des cathédrales certainement plus actives de ce point de vue-là que celles du Royaume de France dans ces années. Donc voilà. Alors tout va changer après 1100. Un historien qui a, entre autres choses, été un grand historien de Paris, Madame Albigès a certainement connu, Robert-Henri Bautier, d'autres aussi parmi vous l'ont peut-être connu, a écrit, et la formule est frappante, que le Paris de Louis VII, n'est-ce pas, succède à son père, Philippe Ier, en 1108, et il règne jusqu'en 1137. Et même en fait, dès avant 1108, il avait été associé au trône, et c'est lui probablement qui exerce la réalité du pouvoir dès 1098-1100. Donc, Robert-Henri Bautier a écrit que le Paris de Louis VII, c'est vraiment une ville neuve, n'est-ce pas? Une ville neuve, soulignant ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est vraiment un nouveau départ dans l'histoire de Paris par rapport à l'époque antique ou au Moyen-Âge, une de ces villes neuves, caractéristiques du XIIe siècle, et cette expression de ville neuve ne renvoie pas seulement à l'idée d'une croissance rapide, d'une croissance démographique et urbanistique rapide, mais aussi à l'idée, je ne dis pas d'un projet concerté, Paris n'a pas été une ville faite de toutes pièces, il y avait déjà un passé malgré tout, mais enfin une volonté politique assez délibérée, n'est-ce pas, de favoriser la croissance. Alors cette volonté, de qui vient-elle? Eh bien elle vient certainement du roi lui-même, donc de Louis VII, personnalité remarquable certainement, et de son entourage, dont je dirai un mot tout à l'heure, n'est-ce pas, des seigneurs de son entourage, et puis elle vient aussi du clergé. Nous sommes à l'époque de la réforme générale de l'Église, de ce qu'on appelle commodément la réforme grégorienne, et on trouvait donc dans le clergé parisien, que ce soit autour de la cathédrale Notre-Dame ou autour de Sainte-Geneviève, n'est-ce pas, des clercs décidés à promouvoir la réforme, n'est-ce pas, dans leur Église. Et évidemment, et Robert-Henri Bautier y avait beaucoup insisté, bien sûr, cet essor de Paris et cette politique royale et ecclésiastique à l'égard de Paris n'a pas été
sans conflit, sans lutte de clans, n'est-ce pas, dans l'entourage du roi ou dans les milieux ecclésiastiques, il y a des familles et des clans qui s'affrontent, que l'on ne peut pas toujours interpréter en termes de conservateurs, traditionnalistes et de réformateurs. En réalité, c'est parfois simplement des conflits de personnes, il n'y a pas tellement d'opposition idéologique, mais quoi qu'il en soit, il y a un milieu dynamique, n'est-ce pas, qui, tout au long du siècle, va assurer la croissance de Paris. Alors c'est vrai, n'est-ce pas, sous Louis VI, le mouvement continue sous son fils, Louis VII, qui a un très long règne, puisqu'il règne de 1137 à 1180, et il trouve en quelque sorte son aboutissement pendant le long et glorieux et célèbre règne de Philippe Auguste, fils de Louis VII, petit-fils de Louis VI, qui règne de 1180 à 1223. Alors, de toute façon, nous sommes dans un contexte global favorable. Le XIIe siècle, et spécialement dans la moitié nord du royaume de France, est une époque d'essor économique. C'est une époque où l'essor économique et démographique, n'est-ce pas, croissance économique et démographique. C'est une époque où les circulations terrestres ou fluviales ou maritimes deviennent plus aisées. C'est une époque où le pouvoir royal, précisément, se renforce aux dépens des familles féodales, n'est-ce pas, anciennes, et c'est, je l'ai dit, l'époque où s'épanouit la réforme de l'Église, aussi bien régulière que séculière, qui met à l'ordre du jour à la fois la nécessité d'avoir un clergé mieux formé, plus instruit, plus compétent, plus digne, de vie plus austère, etc. Donc un meilleur clergé, et en particulier les ordres monastiques qui connaissent la réforme reprennent en main, et nous le verrons y compris à Paris, un certain nombre de maisons anciennes, plus ou moins tombées en désuétude, et qui sont donc confiées à des ordres nouveaux pour les réformer. C'est ce qui va se passer, ne serait-ce qu'avec Sainte-Geneviève, qui sera ainsi confiée aux chanoines de Saint-Victor au milieu du XIIe siècle pour être réformée. Alors tout au long du siècle, le paysage urbain parisien se transforme. Alors si je reprends mon plan, c'est vrai d'abord dans l'île de la Cité, qui était, bon, déjà, je vous l'ai dit, déjà peuplée, mais de nouvelles rues sont percées à ce moment-là. Les maisons religieuses, certaines, Saint-Éloi, Saint-Barthélemy, changent de destination, les confient à la direction d'autres monastères ou d'autres congrégations, n'est-ce pas, pour les réformer. Le palais royal est agrandi, modernisé. Louis VI fait en particulier construire une grande tour, dont on a trouvé les sous-bassements, simplement dans les fouilles. Bien sûr, le palais actuel, même dans ses parties les plus anciennes, n'est pas antérieur à Saint-Louis et Philippe le Bel, mais on a trouvé quand même des substructions qui remontent. Pas tout à coup, là, non, ça doit aller, ça, je pense. Donc voilà, et enfin, le quartier des Chanoines est également réaménagé. On sait notamment que les bâtiments consacrés à l'école sont déplacés à l'intérieur du quartier des Chanoines et sans doute agrandis. Et enfin, couronnant le tout, l'évêque dont le pontificat couvre la deuxième moitié du XIIe siècle, c'est-à-dire Maurice de Sully, qui est évêque de Paris et qui avait été un des maîtres de l'école cathédrale d'ailleurs avant, de 1160 à 1196, met en chantier qui ne s'achèvera qu'au milieu du XIIIe siècle, la nouvelle cathédrale dans ce qu'on appelait le style français, n'est-ce pas, de l'époque, c'est-à-dire celle que nous connaissons encore aujourd'hui et qui remplace donc le bâtiment du Haut Moyen-Âge. Alors, sur les deux rives de la Seine, donc, vous voyez un certain nombre de réaménagements à l'intérieur de l'île de la Cité. Les mutations sont encore beaucoup plus spectaculaires sur les deux rives de la Seine. D'abord, la rive droite, c'est là que se produit la plus forte poussée démographique, et constructions partent à l'assaut véritablement de la rive droite, notamment le long des deux grands axes des rues Saint-Martin et Saint-Denis. De nouveaux établissements religieux s'installent, ou en tout cas se développent, en particulier le prieuré de Saint-Martin-des-Champs, confié à des moines de l'ordre de Cluny, et puis la commanderie parisienne du Temple, qui s'installe, ordre militaire, qui avait des commanderies en Occident, qui s'installe également sur la rive droite. Puis d'autres aussi, les maisons et les boutiques se multiplient. Le roi de France décide, Louis VII, l'ouverture du grand marché dit des Champeaux,
une zone qui était une zone justement de champ, comme son nom l'indique, et où il fait construire donc une sorte de grande halle, enfin nous avons les descriptions postérieures, donc c'est une espèce de centre commercial, nous dirions aujourd'hui, monumental, qui a beaucoup impressionné, avec des galeries sur 2 étages, qui a beaucoup impressionné les contemporains. Et d'autre part, on aménage également le port de Grève, comme on disait, c'est-à-dire la place de Grève, correspond sommairement à la place devant l'hôtel de ville actuellement, n'est-ce pas, qui devient le principal point où l'on débarquait, où on embarquait les marchandises, n'est-ce pas, qui arrivaient par le fleuve à Paris. Donc voilà un aménagement considérable, et tout ça au bénéfice précisément de l'autorité royale. Et des gens comme le seigneur de Meulan, dont je parlais tout à l'heure, se trouvent éjectés, en tout cas du point de vue politique, de leur censive parisienne, et c'est donc le roi et les églises qui contrôlent désormais le territoire parisien. Dans les années 1190, le roi Philippe Auguste parachève ses décennies de croissance par 2 initiatives spectaculaires bien connues. Alors, voilà, il faut revenir. D'une part, la construction, n'est-ce pas? Alors là, évidemment, ce n'est pas ce que vous avez là, parce que là, ça c'est le rempart de Charles V, n'est-ce pas? Mais il construit un premier rempart continu, en pierre, dont des fragments subsistent ici et là, encore aujourd'hui, ce que nous appelons le rempart de Philippe Auguste, qui fait presque 3 km de long, n'est-ce pas? Et qui, cette fois-ci, inclut dans un espace unique et bien délimité l'ensemble de la rive droite, et puis, à l'extrémité ouest de ce rempart, il construit une puissante forteresse avec une grande tour, n'est-ce pas? Qui est la tour du Louvre, évidemment. Et cette forteresse du Louvre, à la fois, surveille et protège et la ville et le fleuve du côté de l'ouest, c'est-à-dire du côté de la Normandie, et on pourrait dire, à ce moment-là, du côté de l'Angleterre, qui n'est pas très loin, puisque les Anglais, n'est-ce pas, sont dans le Vexin normand, enfin les Anglais, ou les Plantagenets, disons en tout cas, ce serait plus exact, mais en tout cas une menace pour la ville de Paris. Quant à la rive gauche, elle s'urbanise plus lentement. Les bourgs monastiques que j'ai déjà cités continuent à se développer, des boutiques s'installent, et tout à fait la fondation la plus importante, tout à fait à l'est, pardon. Alors c'est ici. Non, pardon, voilà. Voilà, on s'installe, voilà. C'est là, n'est-ce pas, dans ce... Alors aussi, c'est un dessin de l'époque moderne, bien sûr. C'est l'abbaye de Saint-Victor, à côté, vous voyez, le cours de la Bièvre, ici, n'est-ce pas, et le canal de la Bièvre. Alors cette abbaye de Saint-Victor, qui s'est installée autour d'une petite chapelle, d'une petite basilique cimitériale qui remontait au Haut-Moyen-Âge, a été créée par Guillaume de Champeaux, dont je parlais tout à l'heure, et d'autres chanoines de Notre-Dame qui, n'obtenant pas la réforme du chapitre de Notre-Dame, ont finalement quitté celui-ci et se sont installés sur la rive gauche et ont fondé donc ce nouvel établissement de chanoines réguliers réformés, qui se trouve donc un petit peu à l'écart à ce moment-là, au-delà donc de la Bièvre et des Arènes, et qui devient donc le 3e grand établissement régulier avec Saint-Germain-des-Prés et Sainte-Geneviève sur la rive gauche. Mais malgré tout, en dehors de, et j'en reparlerai car son rôle scolaire sera de première importance. Mais et la date, alors on a discuté sur la date exacte de fondation de Saint-Victor, mais enfin disons qu'au plus tard en 1113, n'est-ce pas, l'abbaye est bien fondée à ce moment-là. D'ailleurs Guillaume de Champeaux la quitte car il est élu évêque de Chalon-sur-Marne. Et c'est l'abbé Gilles Duin, n'est-ce pas, qui lui succède à la tête de l'abbaye. Quoi qu'il en soit, le paysage sur la rive gauche est longtemps resté plus rural que sur la rive droite, et on continue, on a des mentions dans les documents de nombreux jardins ou clos de vignes, n'est-ce pas, qui continuaient à parsemer cette rive gauche, et donc ça signifie qu'il reste encore dans cette zone des espaces vacants jusqu'à la fin du XIIe siècle, et que le marché foncier, disons, est un peu moins tendu que sur la rive droite, et le logement un peu plus facile. Et d'ailleurs, Philippe Auguste finira par enclore la rive sud dans une enceinte, comme la rive droite, n'est-ce pas, mais après, n'est-ce pas, sur la rive droite, c'est à partir de 1190, sur la rive gauche, c'est après 1200, n'est-ce pas, qu'il fait construire la deuxième partie de son rempart, dont des éléments sont encore bien visibles, tout près d'ici, le long du lycée Henri IV ou ailleurs, n'est-ce pas, et ce rempart est d'ailleurs moins long, n'est-ce pas, il ne fait guère que 2 km, donc il est plus court que celui de la rive droite, n'est-ce pas.
Alors, évidemment, on ne peut pas mesurer précisément l'accroissement démographique représenté par cette croissance du XIIe siècle, alimentée avant tout par une immigration depuis les campagnes voisines, pour l'essentiel. On peut conjecturer, c'est une simple conjecture, que à l'époque de Philippe Auguste, vers 1200, la ville de Paris atteignait une population de l'ordre de peut-être 60 000 habitants, peut-on aller jusqu'à 80 000, je ne sais pas. C'est donc une croissance énorme par rapport au siècle à la fin du XIe, et à l'échelle du temps, bien sûr, et ça fait de Paris, dès ces années-là, sinon la plus grande ville d'Occident, en tout cas une des toutes premières, qui deviendra alors vraiment dans le courant du XIIIe siècle la plus grande ville d'Occident, dépassant les villes italiennes ou flamandes. Il faut noter de surcroît que cette croissance très spectaculaire de la ville de Paris, à la différence de ce qui se passait ailleurs, et notamment ce qui se passait en Italie ou en Flandre, ne s'est accompagnée ici d'aucun mouvement communal, d'aucune tentative des bourgeois pour obtenir une commune autonome, n'est-ce pas, et que donc l'autorité du roi, et accessoirement de l'évêque de Paris, de l'abbé de Sainte-Geneviève, etc., sur le sol urbain est restée pratiquement intacte. La ville elle restera longtemps, vous le savez, sous la dépendance directe du pouvoir central. Donc voilà un point qu'il faut souligner. Alors évidemment, cette croissance rapide a été source de multiples problèmes concrets, de ravitaillement, de logement, d'ordre public, mais en même temps, la ville a les moyens d'y faire face, n'est-ce pas, et d'accueillir tous ceux qui s'y pressent, et en particulier, et donc là j'arrive au cœur de mon sujet, les gens des écoles. Car le XIIe siècle a aussi été, n'est-ce pas, le grand siècle de l'essor des écoles parisiennes. Alors les témoignages ne manquent pas à ce sujet, en tout cas en fonction de ce qu'est la documentation du XIIe siècle, naturellement. D'abord, on a dans les chartes, notamment les chartes des établissements religieux, la mention de maître. On voit des gens qui souscrivent les chartes en tant que magistère, ce qui indique qu'ils ont fait des études et qu'ils enseignent éventuellement eux-mêmes. On a des manuscrits conservés qui proviennent de l'enseignement, qui sont des témoins de l'enseignement donné dans ces écoles et par ces maîtres, que ces manuscrits soient anonymes ou que l'auteur en soit connu, mais enfin on voit que ce sont des manuscrits scolaires. Et puis nous avons de nombreuses attestations littéraires, je n'en cite que quelques-unes, ce sont des textes qui sont généralement accessibles, y compris dans des traductions moderne. Alors la plus célèbre, évidemment, le plus célèbre de ces textes, c'est sans doute l'Histoire de mes malheurs d'Abélard, n'est-ce pas, l'autobiographie écrite par Abélard, dont vous trouverez facilement de très nombreuses traductions, et en français moderne, dans lequel il explique, n'est-ce pas, entre autres, ce qu'ont été ses études à Paris. Vous avez un texte d'un clerc anglais, Jean de Salisbury, ensuite de l'Angleterre, qui a laissé une œuvre très importante, qui a étudié à Paris dans sa jeunesse, dans les années 1140, et qui a écrit un traité auquel il donnait le titre grec. C'était très à la mode au XIIe siècle, on ne savait pas le grec, mais on donne des titres grecs aux traités, ça faisait chic, n'est-ce pas? Donc il appelle le Métallogicon. Et dans le Métallogicon, c'est une espèce de traité des études en général, une espèce de ratio studiorum, on dirait à l'époque moderne, mais il y a placé au moins un chapitre autobiographique dans lequel il raconte ses propres études et il parle des maîtres qu'il a suivis. De même, un certain Guillaume de Tyr, T-Y-R, qui était c'est un oriental, n'est-ce pas? Ses parents étaient venus en Orient avec la croisade. Il a fait carrière en Orient, n'est-ce pas? Il a été archevêque de Tyr, d'où son nom, mais il avait été renvoyé, n'est-ce pas, en Occident, faire des études dans sa jeunesse et avant de repartir donc dans sa Palestine natale, et il a écrit une chronique très intéressante sur les croisades et les États latins. Il a donc fait des études en France, à Paris et en Italie d'ailleurs aussi, et il raconte là aussi dans sa chronique ses propres études. C'est également tout à fait intéressant et concret. Et puis on trouve aussi un autre traité des études écrit par le principal maître de l'école de Saint-Victor, Hugues de Saint-Victor, ce qui s'appelle le Didascalicon, encore un de ces titres grecs, n'est-ce pas, à la mode, dans lequel, là aussi, Hugues de Saint-Victor donne toute une série d'indications sur le fonctionnement concret de l'école, de son abbaye. On a les poésies, ce qu'on appelle les poésies des Gaulières, n'est-ce pas, qui font allusion, qui ne sont pas spécialement parisiennes, mais enfin qui font allusion à la vie des écoles. On a des éloges de Paris, ce genre dont je vous parlais tout à l'heure, dans des lettres, dans des poèmes, dans des chroniques, par des auteurs de la deuxième moitié du XIIe siècle, comme Philippe de Harwengt, qui était un chanoine prémontré, un chanoine régulier, ou Guy de Bazoches, qui était un chanoine de Soissons, n'est-ce pas, si je ne dis pas de bêtises, mais qui a
étudié à Paris, qui est venu à Paris, qui a laissé donc dans ses chroniques et ses lettres, n'est-ce pas, des descriptions de Paris. Donc on ne manque pas de témoignages littéraires sur l'activité parisienne. Alors le premier point qui ressort de toute cette documentation, c'est la multiplication et la diversification des écoles parisiennes. Naturellement, je n'appuie pas sur le bon endroit, voilà. Donc l'école cathédrale, dont je vous ai parlé, se trouve toujours à côté de la cathédrale, elle fonctionne toujours, elle est même importante, active, et la direction revient à un certain nombre de dignitaires du chapitre, et nous connaissons les noms de plusieurs des maîtres, des responsables, il y avait probablement plusieurs maîtres, mais enfin il y a un responsable en particulier, de l'école cathédrale au XIIe siècle, c'est par exemple Pierre Lombard, bon, son nom l'indique, un Italien, qui d'ailleurs finira, si j'ose dire, mais très brièvement, évêque de Paris, après avoir été longtemps le maître de l'école cathédrale. C'est Maurice de Sully, dont je parlais tout à l'heure, qui avant d'être évêque a été maître de l'école cathédrale. C'est ce qu'on appelle Pierre le Mangeur, ainsi métaphoriquement, parce qu'il dévorait les livres, n'est-ce pas, donc Pierre le Mangeur, qui était un chancelier du chapitre, qui a laissé... Alors ces gens-là ont laissé des œuvres, n'est-ce pas, tout à fait importantes. Pierre Lombard a laissé ce qu'on appelle les livres des sentences, qui sera tout au long du Moyen-Âge et même jusqu'au XVIe siècle, ce qu'on peut appeler le grand manuel, nous dirions aujourd'hui, de théologie dogmatique, utilisé au Moyen-Âge. Et il a également contribué à la glose de la Bible, c'est-à-dire à l'annotation et à l'édition, si on peut dire, de la Bible étudiée dans les écoles. Pierre le Mangeur a écrit ce qu'on appelle l'histoire scolastique, l'histoire pour les écoles, qui est une espèce d'histoire sainte, donc qui était le livre de base pour l'exégèse littérale de la Bible, en particulier de l'Ancien Testament, où il racontait, n'est-ce pas, il avait présenté de manière claire tous les récits que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Et enfin, Pierre le Chantre, attendez, voilà, si j'en ai quand même besoin encore, Pierre le Chantre, qui, comme son nom l'indique, occupe à la fin du XIIe siècle la fonction de chantre de la cathédrale, qui est lui aussi responsable de l'école et qui a laissé un certain nombre de traités, en particulier de théologie morale. Donc voilà, des auteurs importants, mais à côté de l'école cathédrale, on trouve désormais, et c'est une des originalités parisiennes, d'autres écoles. Alors que dans beaucoup de centres, il n'y a que l'école, même dans des centres importants, dont je dirais un mot tout à l'heure, comme Chartres, il y a l'école cathédrale et c'est tout. À Paris, on trouve, à partir du XIIe siècle, d'autres écoles, et en particulier les écoles qui se sont installées, et là nous arrivons à votre propos plus directement, qui se sont installées sur la rive gauche, sur la montagne Sainte-Geneviève. Alors, ces écoles s'échelonnaient, souvent ce sont des maisons privées, des choses très simples, n'est-ce pas, il n'y a pas de bâtiment particulier, qui devaient s'échelonner depuis les environs immédiats de Sainte-Geneviève jusqu'au Petit Pont, jusqu'au bord de la Seine, n'est-ce pas, descendant donc sur le flanc nord, si vous voulez, de la montagne. C'est une montagne évidemment pas très haute, mais enfin, la montagne Sainte-Geneviève. Alors, ces écoles, qu'on peut appeler parfois écoles privées, parce qu'elles sont créées par des maîtres qui s'installent un peu à leur compte, même si j'y reviendrai avec une autorisation ecclésiastique, ces écoles sont assez nombreuses et elles ont été créées par des gens, y compris les premières parabéllaires, qui ne trouvaient pas leur place dans l'école cathédrale, donc des gens un peu dissidents, si vous voulez, de l'école cathédrale, qui, ne trouvant pas place dans celle-ci, s'installent là. Là, ils sont sous l'autorité de l'abbé de Sainte-Geneviève et non plus de l'évêque, autorité probablement plus légère, qui les laissait un petit peu faire ce qu'ils voulaient. Et ces écoles sont assez nombreuses. Si nous prenons les témoignages de Jean de Salisbury ou de Guillaume de Tyr, dont je viens de vous parler, qui se situent dans les années 1140-1150, ils énumèrent une bonne dizaine d'écoles consacrées soit aux arts libéraux, soit à la théologie, qui fonctionnaient autour de la montagne Sainte-Geneviève. Peut-être même y en avait-il davantage, et le mouvement n'a fait que croître et embellir dans le courant du XIIe siècle. Et puis le troisième foyer scolaire, donc vous voyez sur le plan que vous avez là, donc là c'est Sainte-Geneviève, mais bon, dans les bâtiments de la fin du Moyen-Âge, et puis c'est donc, voilà, c'est dans cette zone qui restera le quartier de l'université pendant tout le Moyen-Âge, descendant vers la Seine et jusqu'au Petit Pont, le Petit Pont que vous avez là, ici.
que se sont installées ces écoles. Et puis le troisième foyer scolaire, c'est Saint-Victor. C'est Saint-Victor, c'est cette abbaye dans laquelle, dès le départ, est créée une école destinée bien sûr aux futurs chanoines de l'ordre, mais qui manifestement accueille des élèves d'origine variée et pas forcément destinés à rester dans l'ordre de Saint-Victor. Et ce qui fait la force de Saint-Victor, c'est non seulement la qualité, n'est-ce pas, de ses maîtres que l'on connaît, alors on les appelle tous de Saint-Victor, c'est Hugues de Saint-Victor, Richard de Saint-Victor, André de Saint-Victor, Achard de Saint-Victor, Godefroy de Saint-Victor, dont le portrait, voilà, Godefroy, ça c'est lui, n'est-ce pas, dont le portrait figurait sur l'affiche de cette conférence, à partir d'un manuscrit autographe d'ailleurs de lui, de la fin du XIIe siècle. Donc tous ces maîtres de Saint-Victor sont des maîtres importants qui dirigent cette école, mais ces chanoines de Saint-Victor disposaient de surcroît d'un scriptorium, c'est-à-dire d'un atelier de copie très actif, tellement actif que le roi lui-même, d'ailleurs, il y avait souvent recours pour faire copier ses chartes, n'est-ce pas, ça se substituait à la chancellerie royale qui était encore assez faible à ce moment-là, et d'autre part d'une bibliothèque qui se constitue et qui sera ensuite, tout au long du Moyen-Âge, une des plus belles bibliothèques de Paris, celle dont Rabelais fera des gorges chaudes, n'est-ce pas, au XVIe siècle, mais qui n'en était pas moins une bibliothèque tout à fait remarquable. Donc voilà, vous voyez, 3 foyers, Saint-Victor, la montagne Sainte-Geneviève et l'école cathédrale. La multiplication et la diversification donc de ces écoles, école cathédrale, école canoniale, école privée, a permis donc un élargissement de ce que nous pourrions appeler aujourd'hui l'offre d'enseignement, n'est-ce pas, offerte aux étudiants qui venaient à Paris et qui trouvaient donc à Paris, dans un espace quand même un périmètre assez réduit, des enseignements sur les divers arts libéraux qui restaient depuis l'Antiquité la base de la formation scolaire, les arts du trivium, les arts littéraires, la grammaire, la rhétorique, la dialectique, les arts du quadrivium, les arts scientifiques, arithmétique, géométrie, musique, astronomie, et puis également une formation donc en écriture sainte, en théologie, comme on commence à dire. Le mot prend son sens moderne en quelque sorte. C'est Abélard, là encore, qui le premier a écrit des traités qu'il intitule Théologie, véritablement. Donc des cours d'arts libéraux, des cours de théologie, et même, on en parle moins, mais certainement aussi des cours de droit, droit romain ou droit canonique, avec des gens qui avaient sans doute fait leurs études en Italie, peut-être des Italiens, parce que c'est quand même là qu'est le foyer de la renaissance des études juridiques, mais des juristes formés en Italie sont certainement venus aussi enseigner à Paris dans la deuxième moitié du XIIe siècle. Des gens comme, par exemple, Étienne de Tournai ou Étienne d'Orléans. En fait, il était orléanais, il est venu à Paris, il a fait des études en Italie, études de droit, il a enseigné à Paris, il est devenu abbé Sainte-Geneviève, et à la fin de sa vie seulement évêque de Tournai. Donc, on l'appelle Étienne de Tournai, mais ce n'est qu'à la fin de sa vie qu'il a quitté Paris pour occuper pendant quelques années ce siège épiscopal. D'autres, Ruffin, enfin, il y a plusieurs juristes parisiens quand même non négligeables que l'on peut relever. Et dans l'ensemble, et c'est ce qui fait la force également de ces écoles, non seulement on y trouve un panorama donc aussi divers que possible, la seule chose qui, semble-t-il, n'est pas présente à Paris dans les disciplines scolaires, c'est la médecine. Là, il n'y a pas d'indice que l'on ait eu des écoles de médecine à Paris avant le XIIIe siècle. Donc, des écoles, des divers arts libéraux et je dirais des diverses doctrines, car il y a déjà des oppositions, ce que l'on appelle, je ne vais pas entrer dans le détail de ces débats doctrinaux, les réalistes, les nominalistes, n'est-ce pas, mais on pouvait donc choisir même l'orientation que l'on voulait, on avait divers types de doctrines, et dans l'ensemble, on a, je peux dire, ce qu'il y a de plus moderne pour l'époque, n'est-ce pas ? La dialectique, en particulier, est la spécialité des écoles parisiennes, plus encore que la grammaire ou la rhétorique, qui apparaissaient des choses un peu plus anciennes, qui remontaient davantage à l'enseignement carolingien. Donc, si vous voulez, c'est vraiment ce qui est moderne. C'est comme d'étudier les lettres à la manière ancienne ou d'étudier de l'informatique, n'est-ce pas ? Donc, la dialectique, je ne dirais pas que c'est l'informatique du XIIe siècle, mais c'est quand même la discipline moderne, n'est-ce pas, qui permet de raisonner, qui est utilisable dans toutes les sciences, etc. Et donc, Paris est le lieu par excellence de cet enseignement moderne. De même, en théologie, on ne se contente plus de commenter à la manière des écoles monastiques le texte de la Bible en le paraphrasant de manière allégorique, comme faisait Saint Bernard, par exemple, si vous voulez, mais on l'étudie de manière rationnelle, en dégageant des problèmes, des questions, des sentences. Donc, c'est une approche toute différente également de l'enseignement religieux qui est proposé par les Parisiens. Et enfin, bien sûr, on voit arriver à Paris à partir du
milieu du XIIe siècle, pas tellement avant. Des gens comme Abélard n'ont pas connu ça, mais ce sont ses successeurs immédiats qui voient ça. Ce sont les traductions faites en Espagne ou en Italie, n'est-ce pas, de textes d'Aristote. Alors d'abord les textes de la logique, plus tard ceux de la philosophie, ou d'autres savants, grecs ou arabes, et ces traductions qui viennent d'Italie ou d'Espagne commencent à arriver en bonne quantité à Paris à partir du milieu du XIIe siècle et permettent évidemment, là encore, de moderniser l'enseignement donné dans ces écoles. Alors, tout ça est évidemment nourri un succès persistant et les écoles parisiennes, n'est-ce pas, ont donc bénéficié à cette époque d'un rayonnement qui s'exerçait manifestement sur toute la chrétienté latine et qui n'a pas cessé de croître bien au-delà du cadre diocésain ou provincial ou même national qui aurait normalement été celui d'une école cathédrale. Dès les premières décennies du XIIe siècle, on a la preuve que parmi les élèves d'Abélard, qui enseignent donc épisodiquement, je dirais, entre 1100 et 1135 à peu près, ou parmi les élèves ducs de Saint-Victor, on a des clercs qui viennent d'Angleterre, on a des Italiens, on a des Allemands. D'ailleurs, Hugues de Saint-Victor lui-même était un Saxon, n'est-ce pas, à l'origine, n'est-ce pas, comme d'autres clercs, beaucoup de clercs de Saint-Victor sont des Allemands ou des Anglais, ou des Italiens. C'est un monastère qui a lui-même un recrutement très international, et donc on voit dans les écoles des gens qui viennent donc de ces divers pays, et dans la deuxième moitié du XIIe siècle, on a même des gens qui viennent de plus loin, des Ibériques, des Scandinaves, par exemple, on a des correspondances d'évêques suédois qui envoient, c'est leurs cousins, leurs neveux, etc., n'est-ce pas, étudier à Paris. Donc on a, alors évidemment, il ne faut pas imaginer des milliers et des milliers d'étudiants, ce sont plutôt des dizaines, au mieux des centaines, mais enfin on a une géographie humaine, une géographie du recrutement qui annonce déjà de très près, n'est-ce pas, celui de l'université. Et ce ne sont pas seulement les hommes qui voyagent, mais aussi les manuscrits, et les œuvres produites par les maîtres parisiens se retrouvent très largement un petit peu partout en Occident, et on les trouve aujourd'hui dans des bibliothèques très variées. Et par exemple, lorsqu'Abélard est aux prises avec ses ennemis, ses adversaires, n'est-ce pas, se plaignent de ce que les œuvres d'Abélard circulaient, se retrouvaient jusqu'à la curie romaine, n'est-ce pas, des gens de l'entourage du pape avaient des manuscrits d'Abélard, nous disent-ils, et donc les idées dangereuses que, selon Abélard, formulées, s'étaient ainsi propagées grâce à ces manuscrits jusqu'à la curie romaine. Mais il n'y a pas qu'Abélard, n'est-ce pas, beaucoup d'autres grands maîtres bénéficient également, les Victorins qui avaient, comme je l'ai dit, ce scriptorium très actif qui multipliait les copies et qui diffusait largement les œuvres des maîtres de l'école de Saint-Victor. Donc, on peut considérer, me semble-t-il, qu'à dès ce moment-là, Paris, en tout cas sa rive gauche, occupe une place exceptionnelle sur la carte scolaire de l'Europe. Est-ce que ce caractère exceptionnel de Paris se vérifie dès le début du XIIe siècle? On en a beaucoup discuté. Alors je ne parle pas, je le répète, de ce qui se passe en Italie, du développement des études juridiques ou médicales, parce que là, ça n'est pas la même chose qu'à Paris. Donc il n'y a pas vraiment de rivalité, c'est une tradition culturelle et des orientations différentes. Le problème qui se pose et que beaucoup d'historiens ont posé, c'est celui du rapport entre Paris et les autres foyers scolaires existant dans la France du Nord, à Chartres, à Laon, à Reims, éventuellement à Orléans, au Mans, à Liège, un peu plus loin, qui est un pays d'empire, mais un pays francophone aussi. Donc, beaucoup d'historiens pensent qu'au moins pendant la première moitié du XIIe siècle, certains de ces centres, et en particulier Chartres ou Laon, font pratiquement jeu égal avec Paris, et qu'il y a notamment une école chartraine qui développe une philosophie naturaliste, néoplatonicienne, avec des auteurs importants, Bernard de Chartres, Thierry de Chartres, Guillaume de Conches, Bernard Sylvestre, Guillaume de la Porée, etc. Donc une école chartraine pouvant rivaliser avec l'école de Paris, ou une école laonnoise, avec Anselme de Laon, puis son frère Raoul, orienté plutôt vers les études bibliques, qui produisent la glose ordinaire de la Bible, qui produisent les premiers recueils de sentences, avant même ceux de Pierre Lombard, et donc ça ne serait que dans la deuxième moitié du XIIe siècle que peu à peu, ces autres centres auraient décliné, incapables peut-être de faire face à l'afflux des étudiants, et ce serait Paris, n'est-ce pas, qui se serait imposé à ce moment-là au détriment de ces autres centres. Cette idée a été discutée par certains historiens, surtout anglo-saxons,
Richard Southern pour Chartres, Valérie Flint pour Laon, qui avait, alors c'est une discussion assez érudite qui porte sur des points un peu de détail ou des manuscrits précis, donc je n'ai pas le temps d'entrer là-dedans, mais je vous donne l'indication générale. Pour ces historiens-là, dans le fond, ces autres écoles de Chartres ou de Laon n'ont jamais eu une telle importance. Les maîtres qu'on leur attribue, en réalité, enseignaient autant et plus à Paris, n'est-ce pas, qu'à Chartres ou à Laon, et ce sont des écoles, en fait, assez ordinaires, assez traditionnelles, sans véritable rayonnement, sans originalité doctrinale, et donc la réalité et l'importance de l'école de Chartres et de l'école de Laon ont fait l'objet de beaucoup de discussions, et je dirais que le débat n'est même pas tout à fait clos, il rebondit périodiquement. Mais enfin, quoi qu'il en soit, n'est-ce pas, il est certain que la croissance et le succès des écoles parisiennes, qu'ils soient perceptibles dès le début du XIIe siècle ou qu'ils se dessinent vraiment à partir du milieu du siècle, sont des choses incontestables, n'est-ce pas ? Et ceci dit, et je terminerai mon propos par là, ça ne veut pas dire évidemment que cette croissance et ce succès n'aient pas rencontré des problèmes, des obstacles, des résistances. Alors je n'insiste pas, bien que les textes y fassent allusion, aux problèmes pratiques de la vie quotidienne et l'afflux, malgré tout, dans cette ville et même dans un quartier précis de cette ville, sur la rive gauche, de centaines de maîtres et d'étudiants ont posé des problèmes de logement, de ravitaillement, d'ordre public, etc. Et on voit bien dans la documentation de la fin du XIIe siècle que ces problèmes commencent à devenir un petit peu urgents. Le problème du logement, par exemple, les étudiants ont de la peine à trouver, à se loger, même sur la rive gauche, et on commence à prendre des mesures, enfin de pieux donateurs consacrent des maisons pour le logement des étudiants, les ancêtres des premiers collèges, par exemple. On a aussi les premières mentions de bagarres, de rixes sanglantes avec la population qui commence à trouver que les étudiants sont un peu nombreux, n'est-ce pas, un petit peu envahissants, en particulier un des lieux d'affrontement classiques entre les étudiants et les bourgeois, ça sera tout à fait à l'ouest, n'est-ce pas, au-delà des remparts qui à ce moment-là n'existent pas encore d'ailleurs, puisqu'ils n'existeront qu'au XIIIe siècle, à côté de Saint-Germain-des-Prés, dans ce qu'on appelle le Pré au Clair, vous voyez, n'est-ce pas, cette grande prairie encore non construite qui servait de terrain de jeu pour les étudiants, mais aussi pour des habitants de Paris, sans compter ceux qui auraient plutôt voulu mettre ça en culture, n'est-ce pas, plutôt qu'en faire un terrain de jeu. Et donc, on a, dès les années 1190, des mentions d'une bagarre avec mort d'homme entre des étudiants, n'est-ce pas, et des habitants du bourg. Donc on voit que ce genre de problèmes concrets qui vont ensuite scander toute la vie de l'université au Moyen-Âge émergent justement à la fin du XIIe siècle, rançon de la forte croissance numérique dont je vous ai parlé. L'autre point, évidemment, quand même plus important pour nous, c'est que l'essor des écoles, s'il excitait par sa nouveauté même, l'enthousiasme des étudiants, il y en a beaucoup de témoignages, n'est-ce pas ? Par exemple, chez un auteur comme Hugues de Saint-Victor ou Philippe de Harvengte, qui disent c'est merveilleux, il y a un jeu de mots, n'est-ce pas, Parisius Paradisus, n'est-ce pas, c'est le nouveau paradis des intellectuels, on peut étudier tout ce que l'on veut, on peut trouver tous les livres, tous les maîtres. Hugues de Saint-Victor a des formules bien connues, conseillant à ses étudiants, apprenez tout, vous ne le regretterez pas, n'est-ce pas, ne négligez rien, lisez tous les livres. Donc on a une atmosphère en effet d'enthousiasme intellectuel, mais en même temps, évidemment, de la part d'autres esprits plus traditionnalistes, cela provoque des plus conservateurs, cela provoque des réticences, des résistances, et à l'intérieur même des écoles, comme je vous l'ai dit, on a manifestement des conflits de génération entre jeunes et vieux, entre doctrines opposées, entre théologiens et philosophes, etc. Tout ce qui va scander ensuite la vie de l'université tout au long du Moyen-Âge et au-delà apparaît également au XIIe siècle. Et il y a donc, dès le XIIe siècle, en effet, une série de condamnations. Abélard lui-même, on le sait, a été condamné à 2 reprises, concile de Soissons, puis à l'Assemblée de Sens. Gilbert de la Porrée a failli, disons, être condamné au concile de Reims, même si en gros il a réussi à se tirer d'affaire, n'est-ce pas ? Donc des condamnations, malgré tout doctrinales, lancées contre certains maîtres, ils sont donc obligés d'arrêter leur enseignement ou de le censurer. On a
donc des attaques, on a des pamphlets, on a des textes très violents contre les écoles parisiennes. Alors certains sont bien connus, c'est par exemple des sermons de Saint-Bernard, qui est venu à Paris pour essayer d'ailleurs de détourner les étudiants, leur dire venez plutôt au monastère, n'est-ce pas, venez dans les monastères, ne restez pas dans la nouvelle Babylone, où vous allez perdre votre âme. Donc on a les sermons de Saint-Bernard, mais ce genre de texte, après, ça c'est vers 1140, que c'est un petit peu avant. Saint-Bernard était venu à Paris, mais ça continue après lui, et même Étienne de Tournai, lorsqu'il est devenu, qui pourtant avait été un maître des écoles aussi, mais lorsqu'il est devenu évêque de Tournai et vitupère contre ce qui se passe à Paris, il écrit au pape, il dit c'est un scandale, les jeunes maîtres inexpérimentés se multiplient, ils enseignent n'importe quoi, n'est-ce pas, il y a autant de maîtres, autant d'opinions, autant d'écoles, autant de scandales, on dispute partout de la Trinité, de l'incarnation, de tous les mystères de la religion, etc. Enfin, c'est un texte très rhétorique, si vous voulez, mais qui montre bien en même temps l'inquiétude de cet homme devant en effet une prolifération d'écoles nouvelles, une diversité doctrinale qu'il ne contrôle pas. On a aussi un traité alors là aussi c'est pourtant un chanoine de Saint-Victor, un certain Gauthier de Saint-Victor, qui était le prieur de l'abbaye, qui a écrit un pamphlet qu'il intitule « Des 4 labyrinthes de France ». Alors les labyrinthes, c'est comme l'allusion au labyrinthe du Crétois, n'est-ce pas, et du Minotaure, il y a 4 monstres. Alors les monstres pour lui, n'est-ce pas, c'est Abélard, c'est Pierre Lombard, c'est un certain Pierre de Poitiers, qui est un peu moins connu, et c'est Gilbert de la Porrée. Et dans le fond des labyrinthes, ils attendent, n'est-ce pas, les étudiants pour les dévorer par leur doctrine perverse et par les perdre loin de la vérité. Donc là aussi un pamphlet très violent contre les écoles, dénonçant donc l'irrespect pour les mystères de la religion, la séduction des sciences profanes et lucratives, les égarements de la raison. Même les sentences de Pierre Lombard, qui aujourd'hui nous paraissent plutôt un manuel assez, je ne dirais pas plan-plan, mais enfin assez consensuel de théologie, qui ne paraissait pas de nature à faire scandale, a quand même été, non pas condamné, mais enfin le troisième concile de Latran, en 179, a fait de fortes réserves sur quelques passages, n'est-ce pas, du livre des sentences de Pierre Lombard, et ça n'est que dans les années 1230 qu'il sera véritablement réintroduit dans l'enseignement. Alors ces attaques venaient de l'extérieur, mais ils venaient aussi du monde même des écoles, qui donnent souvent au XIIe siècle le spectacle de querelles intestines, de jalousie, de critiques. Abélard, qui, il est vrai, était orfèvre en la matière, puisqu'il passe son temps à dire du mal de ses confrères, se plaignait en même temps que les autres lui rendaient la monnaie de sa pièce, n'est-ce pas, et qu'il était attaqué, victime des envieux, des jaloux. Et Hugues de Saint-Victor, qui pourtant semble avoir été une personnalité assez irénique et optimiste, lance lui aussi quelques piques, n'est-ce pas, contre Abélard, s'en prenant à sa cupidité, à son orgueil. Jean de Salisbury, de son côté, ironise lui aussi, même si lui aussi est un homme des écoles, il ironise surtout contre les dialecticiens, contre les philosophes, avec des arguments que nous pourrions presque employer encore de nos jours. Jean de Salisbury n'est pas hostile à la dialectique, mais il tient avant tout, malgré tout, aux belles lettres, à la grammaire, au beau latin, n'est-ce pas, à la poésie. De ce point de vue-là, c'est une tournure d'esprit plus littéraire, un peu plus archaïque, et il s'en prend à ces dialecticiens qui se perdent, n'est-ce pas, dans des disputes vaines, creuses, dont ils ne sortent jamais. Il explique dans le Didascalicon, je les ai quittés il y a 10 ans, je reviens 10 ans plus tard, ils sont toujours dans les mêmes problèmes, ils n'ont toujours pas trouvé la solution, n'est-ce pas? Et donc, tandis que moi, entre-temps, j'ai voyagé, j'ai été au service de l'évêque de Canterbury, etc., n'est-ce pas? Donc j'ai fait des choses utiles. Et puis, il se moque aussi d'une autre catégorie d'élèves qu'il appelle les cornificiens, les disciples de Cornificius. Alors Cornificius est un personnage comique en quelque sorte de la littérature latine antique, qu'on trouve chez Cicéron ailleurs, et qu'il reprend. Et alors là, c'est l'exemple pour lui des arrivistes, n'est-ce pas, des étudiants pressés qui font du droit pendant 1 ou 2 ans et qui ensuite espèrent tout de suite devenir chanoines au service d'un prince, d'un évêque, etc. Donc des gens qui n'étudient pas assez longuement et assez sérieusement, alors que lui avait étudié au moins une bonne dizaine d'années. Donc, voilà. Et puis enfin, l'essor des écoles urbaines pose évidemment un problème institutionnel. Richard Southern, cet historien anglais dont je vous citais le nom tout à l'heure, dit le XIIe siècle, dans le fond, est un siècle de désinstitutionnalisation de l'école. Le haut Moyen-Âge, depuis les conciles de l'époque mérovingienne et surtout carolingienne, avait mis sur pied un système assez simple. Il n'y avait plus d'école laïque, n'est-ce pas, depuis la fin de l'Antiquité. Donc les écoles étaient dans la dépendance des monastères et des cathédrales. C'était la responsabilité de chaque évêque, de chaque abbé,
responsable de grande collégiale, n'est-ce pas, d'avoir une école qui faisait partie en somme de l'institution ecclésiastique pour former avant tout les futurs clercs ou les futurs moines. Mais évidemment, ce système ancien apparaît dépassé au XIIe siècle par la croissance même de l'institution. Alors, le XIIe siècle a essayé d'élaborer, à l'initiative des papes du XIIe siècle, une nouvelle réglementation dont on trouve le point d'aboutissement au IIIe et au IVe concile de Latran, en 1179 et en 1215, qui repose sur des principes assez simples. Chaque église qui en a les moyens doit réserver des revenus, doit réserver une prébende pour le maître de l'école. L'enseignement doit être gratuit, puisque le maître, n'est-ce pas, a sa propre prébende, donc il n'a pas à faire payer les élèves qui viennent l'écouter. Mais pour s'installer comme maître, n'est-ce pas, il faut avoir une licence, c'est la célèbre licentia docendi, l'autorisation d'enseigner, et c'est donc l'évêque ou son représentant qui, après examen, donnera, n'est-ce pas, cette licence d'enseignement, donc qui contrôlera l'ouverture éventuelle de nouvelles écoles. Voilà. Et certains en profitaient d'ailleurs pour faire payer ces licences probablement et exiger des serments de fidélité, ce à quoi les papes essayent de s'opposer. Mais même ce système apparaît vite insuffisant, en tout cas dans un centre majeur comme Paris. N'est-ce pas ? Dans un centre majeur comme Paris, et on voit beaucoup de maîtres, et notamment tous ces maîtres qui s'installent sur la rive gauche, donc sur le territoire de Sainte-Geneviève. Alors, ils avaient sans doute une licence de l'abbé de Sainte-Geneviève, mais il semble que l'abbé de Sainte-Geneviève, lui, ait distribué les licences sans grand contrôle. Et puis, de toute façon, une fois la licence obtenue, ces gens créent leur école, se font payer tous des honoraires de leurs étudiants, ou de la famille des étudiants, et ensuite, dans le fond, enseignent ce qu'ils veulent. Ils ne sont plus contrôlés. Donc ils n'ont pas de règlement, ils n'ont pas de statut, ils n'ont pas de programme officiel, il n'y a pas de système d'examen, donc ils enseignent ce qu'ils veulent, et en particulier on les voit qui passent d'une discipline à l'autre, ce que beaucoup de gens dénoncent. Ils commencent par enseigner les arts libéraux, et puis un beau jour, de leur propre autorité, ils se mettent à enseigner de la théologie, passant donc d'une discipline profane à la discipline sacrée. Certains commencent par le droit civil et passent tout à coup au droit canon, etc. Donc c'est un thème que l'on trouve dénoncé chez un certain nombre d'auteurs, y compris des auteurs comme mon Godefroy de Saint-Victor, qui pourtant est un homme des écoles, mais qui dans son Fons philosophiae, n'est-ce pas, la fontaine de philosophie, qui est une espèce de traité des études, là aussi, fin des années 1170, donc c'est pas un homme du tout hostile à l'école, mais là aussi il déplore la confusion des disciplines, n'est-ce pas ? N'importe qui enseigne n'importe quoi, on ne contrôle plus rien. Et donc, alors évidemment, on peut dire qu'après tout, c'est de l'interdisciplinarité, c'est un élément de progrès intellectuel, n'est-ce pas ? C'est dynamique, et que la réaction de ces gens-là est plutôt une réaction frileuse et malthusienne, qui voudrait limiter le nombre d'écoles, contrôler les cursus. Mais enfin, il est sûr qu'il y a un malaise réel dans les écoles parisiennes dans les dernières années du XIIe siècle, et ce sera évidemment pour répondre à ce malaise, en même temps qu'au problème que j'évoquais précédemment, que sera créée l'université. Ceci dit, il faut bien voir que malgré tout, ces écoles parisiennes restent dans un cadre fondamentalement religieux. En Italie, dans les écoles de droit ou de médecine, là, on est fondé à parler de laïcisation de l'enseignement. Les juristes ou les médecins italiens sont des laïcs mariés avec des enfants qui forment des étudiants qui sont eux-mêmes, n'est-ce pas, tout à fait des laïcs. À Paris, ça n'est pas le cas. À Paris, n'est-ce pas, les maîtres restent des hommes d'église, même s'ils n'ont souvent que les ordres mineurs. Ils ont souvent des bénéfices ecclésiastiques qui leur assurent des revenus, ce qui ne les empêche pas donc de demander malgré tout des collectes à leurs étudiants. Et les étudiants eux-mêmes sont considérés comme des clercs, célibataires, tonsurés, et qui généralement envisagent de faire carrière dans le clergé. Donc ça reste, et les disciplines étudiées, c'est la discipline reine, c'est la théologie, il y a le droit canonique, et les arts libéraux ne sont conçus au moins en théorie, même s'ils ont tendance à prendre de plus en plus d'autonomie, que comme des disciplines préparatoires à l'enseignement de la théologie. Donc voilà. Oui, dernière remarque que je voulais faire, et ça me tiendra lieu de conclusion. Face à ce malaise, n'est-ce pas, qui était lié à la croissance elle-même, que faire, n'est-ce pas ? Quelle pouvait être la solution ? De qui pouvait-elle venir ? Cette solution ne pouvait pas venir, semble-t-il, des autorités traditionnelles.
des évêques ou des chanceliers, n'est-ce pas, ou de l'abbé de Sainte-Geneviève, qui sont débordés en réalité par cette croissance, et qui de surcroît, il faut bien voir, ces gens-là ne sont pas hostiles par principe aux écoles, n'est-ce pas, ce ne sont pas des adversaires, des anti-intellectualistes, comme pouvaient l'être d'une certaine manière certains moines du début du XIIe siècle. Eux-mêmes sortaient des écoles souvent. Simplement, ils déplorent qu'ils n'ont plus de contrôle institutionnel sur le phénomène. Donc, ça n'est pas sur eux que l'on pouvait compter. On pouvait compter sans doute, et c'est ce qui se produira, sur les maîtres eux-mêmes, sur les maîtres et les étudiants eux-mêmes. Au début du XIIe siècle, à l'époque d'Abélard, c'est le témoignage qu'on a dans son autobiographie, on a surtout l'impression d'individualistes exacerbés. Les écoles sont en rivalité les unes avec les autres, chacun essaye de supplanter l'autre, dit du mal de l'autre. C'est peut-être la personnalité d'Abélard qui force le trait, mais enfin, c'est l'impression qu'on a. Mais on se dit, malheureusement, il n'y a guère de documents qui le confirment, que dans le courant du siècle, ces gens qui ont pris l'habitude de vivre les uns à côté des autres, dans le même quartier, qui pratiquent les mêmes disciplines, la même culture, les mêmes références, n'est-ce pas, qui partagent les mêmes problèmes pratiques, n'est-ce pas, dans la vie quotidienne, dans les rapports avec la population, ces gens ont quand même dû se rapprocher, dialoguer, parler entre eux. Alors on n'a pas d'indice véritable, sauf des chroniqueurs beaucoup plus tardifs qui parlent d'une association jurée des maîtres parisiens dans les années 1170. Mais c'est vraiment 50 ans plus tard qu'on dit ça, donc ça ne prouve pas grand-chose. Donc on n'a pas d'indice concret qu'ils aient commencé à se coordonner pour former un métier, une corporation, n'est-ce pas, ce que sera l'université, mais plus tard. Mais avant 1200, il n'y a pas d'indice véritable d'une action concertée entre eux pour s'entendre et pour contrôler eux-mêmes, n'est-ce pas, pour transformer ces écoles disparates en une institution unique. Mais je pense que l'idée, malgré tout, devait commencer à germer chez eux. Et d'ailleurs, on voit les chroniqueurs du temps qui parlent désormais des magistri et scolares parisienses. C'est bien perçu comme un groupe à part dans la population parisienne. C'est devenu un élément qui est distinct évidemment des laïcs, des bourgeois, mais distinct des autres clercs, des clercs qui desservent les églises. Donc la prise de conscience qu'il y a un groupe spécifique dans la population est nette dans les dernières années du XIIe siècle. Alors, il est possible, c'était l'hypothèse qui a été notamment émise par Mme Gorochov dans le livre qu'elle a consacré à la naissance de l'Université de Paris, que ce soit les étudiants les plus étrangers, les Anglais, les Italiens, n'est-ce pas, ceux qui avaient peut-être le plus de difficultés à s'intégrer dans la population locale, qui les premiers auraient mis en marche ce processus corporatif, n'est-ce pas, ce processus communautaire pour rassembler les écoles en une institution unique. On peut aussi imaginer que ce sont surtout les plus jeunes, les maîtres et sœurs, ceux qui enseignaient les arts libéraux. Bon, les théologiens, ils restaient souvent regroupés autour de la cathédrale, autour de Saint-Victor, ils avaient malgré tout un statut assez bien établi. Les maîtres de grammaire ou de dialectique ont une situation plus précaire, nous dirions aujourd'hui, et c'est donc peut-être eux, n'est-ce pas, qui ont cherché à se rassembler, à se coordonner. Mais de toute façon, se coordonner, peut-être pour se protéger eux-mêmes, pour assurer la régularité de l'enseignement et éviter aussi les dérives intellectuelles dangereuses de certains d'entre eux, n'est-ce pas en instaurant des programmes obligatoires, des cursus, des examens, enfin tout un cadre institutionnel. Ceci dit, cette action spontanée n'était pas à elle seule suffisante et ce qui est important de voir, c'est que les autorités supérieures, je ne parle pas là des autorités ecclésiastiques locales, mais les autorités supérieures, se sont très vite mêlées de la chose. En fait, très tôt, dès le début du XIIe siècle, on voit que le roi de France et son entourage n'est pas indifférent au problème des écoles. On voit que la papauté ne l'est pas non plus. Les papes et leur entourage, n'est-ce pas, les cardinaux, sont en majorité au XIIe siècle des Italiens, bien sûr, mais beaucoup d'entre eux avaient fait des études à Paris dans leur jeunesse, n'est-ce pas, même prendre le plus connu d'entre eux, Innocent III, le pape de la fin du XIIe siècle, en 198, avait été étudiant à Paris, n'est-ce pas, dans sa jeunesse, et beaucoup d'autres papes et cardinaux aussi. Donc tous ces gens-là savent ce qui se fait à Paris, et ils s'y intéressent, ils voient là un élément de prestige, n'est-ce pas, pour eux, de s'allier à ce mouvement. Ils voient aussi le moyen d'avoir des gens bien formés au service de l'Église ou du pouvoir royal. Donc ils s'intéressent à cela. Et très tôt, n'est-ce pas, ils interviennent pour protéger d'abord à titre individuel tel ou tel maître. Là encore, Robert-Henri Bautier, que je citais tout à l'heure, a bien montré que Abélard, pendant une bonne partie de sa carrière, a été protégé
par la famille qui à ce moment-là est très puissante dans l'entourage de Louis VI, qui est la famille de Garlande. Les Garlande, c'est une famille seigneuriale, ces familles de chevaliers d'Île-de-France, qui avaient réussi à acquérir dans l'entourage du roi de France des positions assez fortes, avec à la fois des positions dans les églises parisiennes et des positions dans l'entourage royal. Ils étaient sénéchals, etc., enfin les principaux offices royaux. Et donc les Garlande, sans qu'on sache très bien comment ça s'est fait, ont pris sous leur protection, n'est-ce pas, à Bel-Air, et pendant longtemps, c'est la protection des Garlande qui semble lui avoir permis de résister en partie à ses adversaires. On a fait aussi l'hypothèse, mais qui n'est pas absolument certaine, que Héloïse, pour parler d'elle quand même, était apparentée aux Garlande, n'est-ce pas, qu'elle appartenait, qu'elle était liée à une branche de la famille des Garlande. Enfin, peu importe. Et par ailleurs, les Garlande finissent par tomber en disgrâce dans les années 1130, victimes en particulier, leur grand rival, c'est ses sujets, c'est l'abbé de Saint-Denis, l'abbé réformateur et sa famille, car le sujet n'est pas tout seul, lui aussi a tout un clan familial avec lui, qui supplante les Garlande dans la faveur de Louis VI puis de Louis VII, et à ce moment-là, Abélard perd en effet son protecteur, et ses malheurs, pour employer son propre mot, se multiplient. Mais cet exemple, simplement pour montrer que l'intérêt, n'est-ce pas, du roi et du clergé parisien pour les gens des écoles s'est maintenu tout au long du XIIe siècle, et que les évêques de Paris, les gens de l'entourage du roi de France, les abbés de Saint-Victor ou de Sainte-Geneviève ou de Saint-Denis, n'est-ce pas, ont continué à favoriser le développement des écoles. Et ce sont eux qui joueront le rôle décisif au moment de la fondation de l'université. La fondation de l'université sera le fait de la réunion des maîtres en un mouvement corporatif, un mouvement communautaire, mais encouragé, secondé par le roi et par le pape, n'est-ce pas, qui donnent les privilèges nécessaires. Et la date, ce point de vue-là, qui marque donc la fin de mon exposé, commodément, c'est en 1200 précisément, donc la dernière année du XIIe siècle, le grand privilège de Philippe Auguste pour les écoliers parisiens, n'est-ce pas, dans lequel qu'on considère souvent comme une espèce de non pas d'acte fondateur, mais enfin d'acte au moins symboliquement fondateur de l'université, qui d'ailleurs est édité, c'est le numéro 1 dans le cartulaire de l'Université de Paris, n'est-ce pas, dans lequel à la fois il reconnaît, il place les écoliers, il ne parle pas encore de l'université, les écoliers et les maîtres, sous la sauvegarde personnelle et spéciale du roi, on voit bien la protection royale, et en même temps il le reconnaît le fort ecclésiastique, c'est-à-dire leur qualité d'homme d'église, n'est-ce pas, le fait qu'ils dépendent de la justice ecclésiastique, sauvegarde royale et statut ecclésiastique. Et donc ça, c'est les choses que le roi concède en 1200 aux gens de l'université, et c'est à partir de là que, dans les années qui suivent, l'université se constitue telle qu'elle. Alors je ne veux pas, et je termine là-dessus, je ne veux pas tomber dans le déterminisme, dire que tout était joué d'avance, que c'est une évolution linéaire finalement des écoles à l'université au XIIIe siècle. Il y a des nouveautés dans l'université qui se créent au XIIIe siècle, mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que dès le XIIe siècle, si on prend le XIIe siècle pour lui-même, sans se poser finalement la question de savoir ce que c'est devenu au XIIIe, dès le XIIe siècle, en prenant les écoles parisiennes du XIIe siècle pour elles-mêmes, elles font déjà de Paris un centre scolaire majeur, elles font déjà de l'activité scolaire une caractéristique forte, n'est-ce pas, de la civilisation, si l'on peut dire, parisienne et française du XIIe siècle, n'est-ce pas, et elles imposent à l'histoire de Paris un certain nombre de caractéristiques, y compris la caractéristique topographique, toute bête si j'ose dire, mais dont nous sommes encore les témoins aujourd'hui, de la concentration de ces écoles sur la rive gauche de la Seine, n'est-ce pas, dans un quartier bien précis. C'est une création du XIIe siècle, et je répète, en tant que telle, n'est-ce pas, telle qu'elle, et je crois que c'est sur cette importance. Alors évidemment, on a beaucoup moins de documents sur ces écoles du XIIe siècle que sur l'université à partir du XIIIe, parce que là, il y a des règlements, il y a des statuts, il y a des registres, il y a tout ce que vous voulez. Mais malgré tout, l'importance quantitative, mais je dirais surtout intellectuelle du phénomène et politique est fondamentale. Et c'est là-dessus que je voulais insister, donc je termine. Merci beaucoup. Peut-être certains d'entre vous ont-ils quelques questions à poser à Monsieur Verger. Madame Brocard. Oui.
Alors, effectivement, les traductions de philosophie faites, notamment en Espagne, n'est-ce pas, à partir des manuscrits arabes, sont faites au XIIe siècle. Ceci dit, avant 1200, l'enseignement philosophique à Paris on ne peut pas fixer une année près, mais en gros, c'est avant tout la logique qu'on enseigne encore, et les textes, les traductions qui sont utilisées à Paris au XIIe siècle, c'est avant tout les traductions, y compris les traductions faites de l'arabe, en effet, de la logique d'Aristote, et en particulier de ce qu'on appelle la nouvelle logique, la topique, les catégories, etc. Et alors, c'est pour ça que je disais à l'instant que malgré tout, l'université, il y a des choses nouvelles qui ne sont pas dans les écoles du XIIe siècle, c'est que c'est vers 1200 qu'apparaissent les traités vraiment philosophiques d'Aristote, c'est-à-dire la physique, la métaphysique, l'éthique, qui posent évidemment des problèmes considérables pour les auteurs chrétiens. Alors ça, ils n'apparaissent guère à Paris avant 1200. Donc là, ce qu'on enseigne, on reste fidèle au XIIe siècle, hein, en gros, au schéma, disons, des arts libéraux. C'est-à-dire que c'est avant tout la grammaire et la dialectique. La philosophie, ça reste avant tout la dialectique, et la philosophie au sens, non seulement où nous l'entendons, mais où les gens du XIIIe siècle l'entendent, ça commence justement vers 1200, les premières condamnations, ou en tout cas, disant qu'il ne faut pas trop utiliser les textes d'Aristote, les textes philosophiques d'Aristote, c'est vers 1210, hein, donc c'est à ce moment-là. Mais les traductions avaient été faites avant. Hein. Mais vous savez, entre le moment où la traduction est faite à Tolède et le moment où elle est diffusée à Paris, il peut se passer un certain nombre d'années. Donc, alors Platon, ça c'est encore autre chose. Platon au Moyen-Âge a été extrêmement peu connu en Occident. Tout ce qu'on connaît de Platon, et ça on le connaît depuis le haut Moyen-Âge, c'est le Timée, qui est un traité, disons, cosmologique un petit peu, qui avait été traduit par un certain Chalcidius à la fin de l'Antiquité, traduit et commenté. Et alors cette traduction de Timée avec le commentaire de Chalcidius, ça c'est connu, et c'est effectivement étudié sans doute à Paris, et surtout, alors, c'est le problème de l'école de Chartres dont je parlais tout à l'heure. Des commentaires du Timée, on en trouve chez ces auteurs qu'on considère habituellement comme chartrains, mais dont Saussure dit qu'en réalité ils sont parisiens comme les autres. Enfin ça, effectivement. Mais pour le reste, les autres textes de Platon, ça c'est au XVe siècle, c'est avec l'humanisme qu'on les traduit. Vous avez parlé de plusieurs centaines d'étudiants en Paris. Oui. Est-ce qu'on a une idée plus précise du nombre d'étudiants? Non, on est... La répartition entre les franciliens, on dirait maintenant, ceux des autres régions. Non, alors pour le XIIe siècle, on ne peut vraiment pas donner de chiffres. On a essayé, mais il faut... Enfin, vous savez, c'est un peu une question de goût, de sensibilité de l'historien plus qu'autre chose. En réalité, non, aucun document ne permet de donner... On a de très nombreux exemples, mais qui ne sont que des exemples. On a par exemple fait des études sur l'école d'Abélard. On dit combien de gens est-on sûr qu'ils ont été élèves d'Abélard? On en a trouvé 25 à peu près, c'est pas beaucoup. Alors il y en a eu beaucoup plus certainement, mais combien? Vous voyez, quand on essaye de faire de la prosopographie précise, on ne trouve que quelques dizaines. Alors par hypothèse, on dit qu'il devait quand même y en avoir peut-être quelques centaines, mais voilà, vous voyez, c'est cet ordre-là. Donc, parce qu'évidemment les chiffres en même temps nous parlent de la foule, bon, ça c'est une formule rhétorique. Mais vraiment on ne peut pas donner... Pour arriver, vous savez, à donner des chiffres précis, précis, relativement, avant le XIVe siècle... Même au XIIIe siècle, on a des évaluations. Et alors, a fortiori, on voit bien qu'il y a des gens qui viennent d'un peu partout, parce qu'on a des exemples, je vous le disais. Mais d'abord, le système des nations, c'est-à-dire des corporations d'étudiants selon l'origine géographique, ça n'apparaît également qu'au XIIIe siècle. Et donc là, on ne peut pas non plus les répartir. Mais on voit, c'est surtout des gens du nord de l'Europe, des Anglais, des Allemands, mais des Italiens aussi. Donc c'est vraiment un foyer international. Alors, les études, alors, par exemple, Jean de Salisbury nous dit qu'il a étudié 12 ans. Donc, lui, il donne un chiffre et il raconte qu'il a étudié 12 ans. Guillaume de Tyr, c'est du même ordre, hein, c'est un peu plus long. Ça dépendait, si je veux dire, surtout qu'on est dans un cadre où il n'y a pas de statut comme il y aura à partir de l'université. À l'université, là, on vous dira, il faut étudier tant d'années pour se présenter au baccalauréat SR, il faut se présenter à la licence en théologie, il faut avoir au moins tel âge, etc. Donc là, on a des durées d'études et des âges fixés statutairement. Ce qui ne veut pas dire que certains ne fraudaient pas un petit peu, mais enfin, on a des âges fixés. Au XIIe siècle, il n'y a rien de tout ça. Les gens suivent un maître. Alors, d'une part, ils suivent aussi longtemps que ça les intéresse, ou aussi longtemps qu'ils ont de l'argent pour se payer un séjour à Paris, ou bien aussi longtemps que leur maître leur dit « tu peux rester », puis à la fin, ou bien le maître ne peut plus les voir en peinture, il les chasse, ou bien il leur dit « tu en sais autant que moi et tu peux aller enseigner si tu veux ».
Mais il n'y a aucun cursus fixe au XIIe siècle. Ceci dit, je vous dis, le chiffre, mais bon, ça n'est qu'un exemple, que donne Jean de Salisbury, il dit « j'ai étudié 12 ans à Paris » et il a effectivement étudié en arts libéraux, en théologie, donc apparemment une bonne formation. Monsieur ? Est-ce que la disputation est née avec la dialectique dans les écoles ou est-ce que Alors, les disputes, il y a plusieurs choses dans votre question. Les disputes, enfin, disputation au sens d'exercice scolaire, ça c'est quand même quelque chose... c'est quand même quelque chose de l'université, comme exercice. Là encore, c'est une des nouveautés qu'introduit l'université, c'est de bien calibrer les types d'exercices. Les commentaires, les disputes, etc. Alors, ceci dit, des polémiques avec les hérétiques, ou avec les juifs, d'ailleurs aussi, ça, on en a en effet déjà des exemples au XIIe siècle, mais ça se situe, me semble-t-il, c'est pas vraiment un cadre scolaire quand même. C'est dans l'esprit du temps, si vous voulez, mais on a déjà au XIIe siècle, les gens recourent à la question, quand même, le procédé de la question, c'est-à-dire de tirer d'un texte un problème et de poser des questions pour essayer de résoudre ce problème. Ça, c'est une idée qu'on a déjà au XIIe siècle. Ensuite, l'exercice de la disputation vraiment réglée, il y en a un qui répond, l'autre qui défend, etc. Ça n'apparaît qu'au XIIIe plutôt. Oui, ils se disent, mais le problème c'est qu'on n'a pas la transcription des disputes d'Abélard, on ne sait pas comment ça... Oui, bien sûr, Abélard nous dit qu'il contredisait son maître, et voilà. Oui, enfin, je ne sais pas, oui, puis monsieur après. Monsieur, allez-y. C'est trop tôt encore pour parler de collège, de notion de collège, on est encore trop tôt. Ben alors, les collèges, on a les premières esquisses de collège tout à fait à la fin du XIIe siècle. Mais c'est encore, je dirais trop tôt, c'est quelques chants. Par exemple, on dit, il y a je ne rappelle plus le nom du personnage, qui décide qu'à l'Hôtel-Dieu, qui était plutôt pour les pauvres, il y aura une chambre de l'Hôtel-Dieu, il donne de l'argent pour qu'on la réserve pour des écoliers. Voilà, il y a aussi, c'est d'ailleurs sur la rive droite, c'est intéressant, enfin là, l'Hôtel-Dieu c'est dans l'île de la Cité, et à Saint-Thomas-du-Louvre, donc sur la rive droite, là aussi un petit établissement pour quelques écoliers. C'est vraiment embryonnaire. En fait, les collèges, c'est vraiment à partir de la Sorbonne, du milieu du XIIIe siècle. C'est lié à la fois à la croissance numérique qui est encore plus forte, et puis à l'institutionnalisation. Oui, monsieur. Je m'appelle Bernard Seman, je suis d'origine libanaise. Oui. J'étais diplomate à l'ambassade du Liban à Paris dans le temps, et j'ai préparé mon doctorat en Sorbonne. J'ai habité le 5e, 18 ans durant. Donc je me sens attaché à cet arrondissement. Monsieur, deux questions si vous permettez. Aucune n'est politique. Vous-même qui êtes un latiniste émérite, certainement, que pensez-vous de l'éventuelle réforme actuelle, de l'importance du latin dans les établissements scolaires français? Ce n'est pas une question technique, c'est une question intellectuelle. Une deuxième question, c'est que pensez-vous des efforts américano-chinois ou sino-américains de modifier toute la structure des origines des mots, des arbres et des animaux du latin en anglais? Est-ce que mes deux questions sont claires? Alors, elles sont claires, mais sur la deuxième, je vous dis tout de suite que je n'ai pas d'opinion parce que je ne connais pas du tout ce problème linguistique. Alors, sur la première, je peux vous faire qu'une réponse, d'une part, à titre personnel, bien sûr. Je pense que la connaissance du latin et la maîtrise du latin et tout ce que cela représente est un acquis culturel qu'il est dommage de voir disparaître ou menacer comme c'est le cas. Et je pense que la place du latin, de surcroît, elle est dans l'enseignement secondaire. Il ne suffit pas de dire... bien sûr, on pourra toujours faire du latin à quelques étudiants spécialisés, mais ce n'est pas ça. Donc c'est un élément, ça devrait être un élément fort d'une formation humaniste au sens le plus large. Bon, ceci dit, on se demande parfois si on ne se bat pas contre des moulins à vent dans ces cas-là. Hein. Et si, les civilisations sont mortelles, comme disait l'autre, et les langues aussi. Donc, je ne suis pas sûr qu'on arrive à le sauver. Je le regretterai, mais... Oui. Avez-vous d'autres questions, monsieur? Oui, il y en a une ou deux, là. Oui. Non, allez-y, monsieur. Oui. Allez-y. Je me permets de rappeler que la découverte de la circulation
artérielle et veineuse a été faite par Ibn Nafis au XIIe siècle. Ma question c'est, comment se fait-il qu'on ait attendu en Occident 300 ans pour connaître cette découverte et que l'on l'a attribuée à Harvey, un Anglais, et non pas à Ibn Nafis, qui est complètement ignorant. Alors là, écoutez, il est ignoré de moi aussi, malheureusement. Donc je ne peux pas vraiment vous répondre de manière pertinente. Il est évident que beaucoup de choses de la médecine arabe ou grecque, d'ailleurs, ne sont passées ou ne sont pas passées ou sont passées difficilement. La connaissance qu'on avait de ces textes, par le biais de traduction, de diffusion qui était assez aléatoire, ne signifie pas que, c'est vrai, je pense aussi dans des domaines mathématiques, par exemple, il y a à la fois un gros apport, évidemment, mais qui a laissé sur le chemin beaucoup de choses qui sont restées. Donc ça, c'est une réponse générale. Sur le cas précis que vous signalez, là, je n'ai pas de lumière. Je me permets de rappeler aussi qu'au niveau de l'ophtalmologie, c'est également un médecin arabe, Ibn Hazm, qui a décrit le premier que les rayons lumineux venaient de l'objet en direction des yeux et non pas l'inverse, ce qu'on croyait avant la découverte d'Ibn Hazm. Alors ça, les questions, en tout cas, là, ça serait quand même plus tardif, mais les questions d'optique ont quand même intéressé non pas forcément d'ailleurs les médecins, mais des philosophes à partir de la fin du XIIIe siècle. Des gens comme Bacon, comme Gilles de Rome ont quand même ce problème du regard, de l'optique. Alors je ne sais pas s'ils ont utilisé exactement tout ce que vous dites, mais en tout cas, ça sont des choses qui ont été, qui intéressaient les philosophes. Et pour lesquelles ils trouvaient aussi des références d'ailleurs chez les médecins grecs. Oui, il y avait une question, madame là. Je vais continuer sur l'enseignement de la médecine. Il me semble que vous avez dit qu'on n'enseignait pas la médecine dans les écoles parisiennes au XIIe siècle. Et je voulais savoir si, par exemple, vous pouvez supposer qu'elle était enseignée à la langue, constamment, vous connaissez... Elle a été enseignée, pardon ? Alors. Si elle était enseignée à la langue, vous connaissez probablement les postures sculptées de la cathédrale de Lens, où on voit les arts libéraux, la philosophie et également la médecine. Alors, écoutez, ce que je peux vous dire, alors effectivement, il n'y a pas de traces, pour pas qu'il n'y ait rien eu, mais enfin, il n'y a pas de traces d'enseignement d'école de médecine à Paris au XIIe siècle. Le premier médecin attesté que l'on connaît, dont on a des traités, c'est un traité des urines, c'est assez banal, qui d'ailleurs avait été formé en Italie, sans doute c'est Gilles de Corbeil, qui est un contemporain de Philippe Auguste. Et ensuite, même après Gilles de Corbeil, c'est vraiment très progressivement qu'on commence à voir des enseignements médicaux à Paris. Ceci dit, là vous avez raison, c'est que malgré tout, on a des manuscrits et donc un intérêt pour la médecine, y compris telle qu'elle s'enseignait dans les pays méditerranéens, donc à Salerne, ou dans les pays où en Espagne on avait pu traduire des textes médicaux arabes. Ces manuscrits existaient. Alors vous me parlez de l'an. Là, je n'ai pas de référence précise, mais en tout cas à Chartres. À Chartres, on sait, alors évidemment on sait, tous ces manuscrits chartrains ont été disparus pendant la guerre, comme on sait, ont été détruits, mais enfin on sait ce qu'il y avait. Et il y avait des manuscrits médicaux à Chartres. Donc ça, on voit que dans la France du Nord, il y avait quand même, disons, des intérêts personnels de certains religieux, de certains moines, de certains je ne sais, pour des textes médicaux qui étaient, alors c'est pas des textes arabes, c'est des textes déjà traduits ou produits surtout à Salerne, ce qu'on appelle les questions salernitaines, par exemple, dont il y avait des manuscrits dans la France du Nord. Donc, et ça a pu donc donner... Et d'autre part, les classifications du savoir, que les gens reprenaient des auteurs antiques, pouvaient faire une place à la médecine, même si on ne l'enseignait pas, effectivement. Donc oui, il y a eu un intérêt pour la médecine, sans compter qu'il y avait aussi la tradition d'une médecine, disons, monastique du Haut Moyen-Âge. Alors là, ce sont des textes qui dérivent plutôt, sont des textes du Bas-Empire, des choses qui dérivent d'Isidore de Séville, etc. C'est beaucoup plus sommaire, mais ça se trouvait également dans les bibliothèques monastiques. Donc un intérêt pour des textes médicaux et des gens qui pratiquaient la médecine, et ça il y en avait bien sûr, mais à ma connaissance, enfin, à notre connaissance, il n'y a pas vraiment une école systématique à Paris avant le XIIIe siècle. Écoutez, je crois qu'il nous reste à remercier.
remercier très vivement Monsieur Verger de sa vaste érudition qui nous permet de voir cette époque sous des angles si divers et en même temps de la finesse extraordinaire de son analyse. Donc soyez remerciés, messieurs. Merci beaucoup. Vraiment, c'était très passionnant parce que c'est très difficile de faire percevoir Oui. cette époque tellement ancienne. Bonjour monsieur. Oui, vous êtes très reconnaissant de nous faire percevoir cette époque. C'est le texte de Guillaume de Tyr qui est là-dedans. C'est pour ça, si j'avais eu le temps, parce que je l'avais marqué, le passage là où Guillaume de Tyr raconte ses études là. Enfin bon. Merci pour cette magnifique. Enfin voilà, si un jour vous voyez Guillaume de Tyr, vous trouverez. On va se procurer. Rentrer à Paris. Oui. Voilà. Ça des Voilà. pèlerinages. Oui, donc en gros, Guillaume de Tyr, c'est une chronique des croisades qu'il a écrit, mais il raconte, comme il a dans sa jeunesse, on l'avait envoyé étudier à Paris, donc il raconte, et il donne la liste des maîtres qu'il a suivis. Et puis ensuite, il avait été à Bologne, d'ailleurs aussi étudier du droit. Et lui, il dit qu'il y avait passé 20 ans, pratiquement. Il a passé 20 ans en Occident, à aller comme ça à Paris. Puis après, il rentre en Orient, il devient archevêque de Tyr, et il joue un rôle politique à ce moment-là. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez parlé de Salerne, et à Salerne, il y avait une école de médecine où d'ailleurs les femmes avaient le droit d'obtenir un titre de médecin. Alors, il y avait des femmes, c'est ce qu'on dit en fait. Par contre, dans les établissements parisiens, pas de femmes. Non, alors là, non, pas de femmes, pas de juifs non plus d'ailleurs. C'est un autre problème pour les médecins, parce qu'il y a des médecins juifs évidemment, mais qui n'étaient pas admis dans les écoles chrétiennes. Merci. C'est vrai que c'était Mais non, elle est en Belgique, c'est notre fille qui garde le plan de bâle. Vers 1550. Merci beaucoup, sur Internet. Et j'en ai pris une version, vous voyez, qui permet d'être vue facilement, parce que je crois que c'est ça. Voilà, donc vous avez eu comme ça, c'était pas toujours très... Non, mais enfin, ça permet de montrer un petit peu. Ça vous a pas posé trop de problèmes. Merci bien, madame. Bonjour, monsieur. J'ai eu des Je vous en prie, problèmes. madame. Comment j'espère que on s'est déjà rencontrés chez Très très bien. Ah, mais vous êtes la bienvenue. Et naturellement, on a oublié de descendre l'hémisphère d'adhésion. C'était passionnant. Merci. J'ai bien aimé la question du Libanais. La pauvre école française. Ben, il a raison de défendre le latin. Mais c'est vrai que c'est un combat un peu désespérant. Il faudrait que tous les profs se mettent qu'il y ait un mouvement. Moi, je sais que au lycée, autrefois, je suis de la 6e jusqu'au bac, latin. Ah oui. Et ça ouvre toutes les portes. Ça. Bien sûr. Je me souviens encore de mon incendie de Rome de Tacite. Voilà. Oui. Il n'y a pas de raison de penser que ça n'intéresserait plus les gens maintenant. Ça les intéresse autant que ça nous intéressait. Je le sais encore. Les nuances qu'il y avait là-dedans. Enfin, merci. D'accord. Entendez, je vous envoie ça et je vous remercie beaucoup. C'est moi qui remercie. Merci. Écoutez, monsieur, vraiment, c'était une soirée magnifique. Ça va bien? Voilà, madame est une élève d'Étienne Hamon. Ah, très bien. L'histoire de l'art. Elle enseigne à Amiens. Et elle est membre de notre association. Alors, je voudrais organiser avec elle quelque chose sur les collèges de la fin du Mais il y a eu sur le collège de Nantes, il y a eu une thèse de chartiste Cécile Fabrice, qui est archiviste de Seine-et-Marne maintenant. Qui a eu sa thèse sur le collège de Nantes. C'est intéressant au collège de Nantes. Alors,
le travail de recherche maintenant, je crois, des archives de Seine-et-Marne. Et en fait, Raphaël Skibia est spécialiste de peinture du XVe siècle. Donc elle a travaillé sur ça. Vraiment, j'ai repensé, j'ai oublié de dire une chose, quelqu'un qui a eu manifestement aussi, parce que ça se rapproche justement de l'an, une culture médicale, c'est Guillaume de Saint-Thierry, par exemple. On sait que Guillaume de Saint-Thierry, donc, qui est un cistercien, un habit de Saint-Bernard, etc., il y fait allusion dans ses textes. Il avait aussi des connaissances médicales et il avait vu des manuscrits médicaux. Donc c'est un homme en 120, 130, Guillaume de Saint-Thierry. Et qui était probablement peut-être passé par des écoles dans sa jeunesse, mais qui en tout cas dans des... Après il a une culture monastique, il a été abbé de Saint-Thierry, etc. Il avait vu des manuscrits médicaux, il avait vu des manuscrits salernitains, probablement. C'est vrai que cette question de transmission des savoirs. Donc on trouve des... Il y avait des... Et en particulier, il y a eu des travaux qui ont été faits sur c'est un des recueils médicaux qui s'appelle les Questiones Salernitanes, les questions salernitaines, et donc il y avait, je crois, des exemplaires à Chartres. Donc, qui sont des choses donc anciennes, qui sont les débuts de l'école de Salerne, fin du XIe, je pense. Donc il y avait un intérêt pour ces choses, simplement, dans le cas de Paris, ça ne vous concernait pas eu. Enfin, on ne voit pas, a priori, avant Gilles de Corbeil. C'est plus une transmission par les livres, par les savoirs dans un cercle décentral. Alors c'était lié pour une part à des milieux monastiques, mais pas seulement, parce que la Chartres, c'est pas des moines, c'est l'école cathédrale, c'est des milieux de chanoines. Merci beaucoup. À demain. Donc, écoutez. Mais écoutez, monsieur, je vous suis vraiment très reconnaissante. Vous aurez le temps de nous envoyer un texte pour notre bulletin. Vous voulez un texte, comment vous voulez le texte, ça, tel quel? Ben, je l'ai à peu près. Hein, d'accord. Bon, ben, écoutez, quand vous pouvez, vraiment... vous envoyez ce texte. Et voyez, vous avez dit 120 personnes, il y avait 120 sièges. Et la salle du courant, on a diffusé énormément ce monsieur qui était rentré. Vous avez arrêté là Non, alors bonjour, il m'a donné un papier. Il faut appuyer sur quelque chose pour arrêter. Oui, attends, oh là là, c'est très. Heureusement, on dit ça dans votre livre. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup parce que je pense que c'est très aimable d'avoir consacré du temps à préparer cette conférence et vous comme ça. Alors, notre petit bulletin est non, aussi... je vous enverrai mon texte, il est très libre. Oui, tout l'arrondissement le lit. Donc, je vais faire ça, comme il m'a demandé. Ouais, écoutez, je pense. Madame, je ne vais pas retarder, monsieur Verviers qui nous a déjà... Mais je crois qu'il avait appuyé sur je ne sais quel bouton. Oui, alors il a donné le bouton. Oui, c'est là. C'est là, appuyez une fois, puis mise hors tension, appuyez, maintenir appuyé 2 secondes.